Fait que ça a été comme ma première vraie expérience. Mais c'est pas un vrai échec, celui-là. Là. Non, ça, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas tant un échec. Ça, c'était vraiment nice. Puis j'ai appris beaucoup. OK. Point. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Philippe Genois, fondateur et CEO chez InputKit, un logiciel de gestion de l'expérience client et employé pour PME. Lancé fin 2019, InputKit, c'est bootstrap, profitable, 1,5 million d'ARR, au-dessus de 500 clients, à peu près 15 employés, 30% de year-over-year growth. On parle du parcours multi-échec, mais multi-succès aussi de Phil, de runner 2 business en même temps, de validation produit, de vente versus marketing, bootstrapping, puis plus encore. Alright, on passe au show. Let's go! Philippe Genois, bienvenue sur Ça se passe. Merci Frank, je suis content d'être là. Moi tout, man. Je suis content que tu sois là. Je commence tout le temps avec une mini-genèse là, de comment qu'on se connaît. Je me rappelle de quand on s'est connus. Toi, c'est quoi ton premier souvenir? Ben, c'était à l'event, ça se passe le chiffre. Non, man, même pas. Ben, c'est là que je t'ai. Parce que tu te souviens pas de moi, mais moi, je me souviens de toi. Jeff de Cyber Impact m'a introduit à toi. On s'est parlé 5 secondes, puis t'as été distrait, fait que t'es allé voir ton monde. C'est là la première fois. Non, man, je pense que la première fois qu'on a eu contact, tu m'as écrit sur LinkedIn. Ah oui. Puis là, j'étais là, c'est qui ce style? Là, tu m'as genre dit, hey dude, un peu de feedback non sollicité. Là. Moi, quand j'écoute un pod, j'aime ça, je savoir les chiffres. Là. Fait que tu peux-tu l'écrire dans ton titre ou dans ton intro? C'est quoi le AR, la growth, tout ça? Je veux juste savoir si c'est une histoire qui m'intéresse ou pas. Puis là, j'étais là, alright. Le pire, c'est que j'ai commencé à le faire de plus en plus après, pas tout le temps, mais c'était un bon feedback. Le pire, c'est que je fais jamais ça. Quelqu'un m'écrit que je connais pas, je suis genre. T'es qui est-ce? Fait que là, mais c'est juste, j'aimais tellement ton poste, j'étais genre, j'ai le goût de le faire parce que j'y tiens, tu sais. Pour qu'ils mais non, c'est ça. Puis pour ceux qui écoutent, c'est le meilleur type de feedback. Le monde qui m'écrit, hey man, c'est vraiment cool ce que tu fais, puis tout, ça nous inspire, on aime ça, whatever. C'est cool, merci. Mais comme, le pod va pas s'améliorer si tu fais juste me dire que c'est cool. Fait que je dis quasiment tout le temps, t'as-tu du feedback constructif? Puis toi, t'es arrivé direct avec le feedback. Ah, mieux, ça a brisé la glace, puis ça a marché. Okay. Ouais. Phil, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, toi, tu reps aujourd'hui InputKit, le solo founder et CEO. Co-founder, excuse-moi. Tu veux-tu nous décrire un peu ton parcours ou ton profil ou qu'on a une idée de la bébite? Ouais, ben tu sais, moi, je suis un gars super terre à terre. Là. Je viens d'une famille trop pas d'entrepreneurs. Puis j'ai comme, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je fitais trop pas avec le parcours d'école puis toute la patente. Fait que je me cherchais une façon de comme vivre ma vie d'une façon différente que d'avoir une job stable un peu comme mes parents puis tout le monde dans ma famille. Puis j'ai trouvé des mentors YouTube par des livres, je pourrais en parler plus tantôt, là, mais j'ai comme appris sur le tas, puis j'ai fait mon parcours d'entrepreneur avec beaucoup d'échecs au début, là, mais avec un succès finalement, puis c'est là que je suis rendu puis à la base, t'as un profil, tu sais, des fois, t'as comme une dichotomie ou un spectre entre le technicien scientifique puis le vendeur hustler. Ouais. T'es-tu plus du côté vendeur, toi? Non. Moi, quand j'étais jeune, j'étais ultra gêné, j'étais un gros gamer. OK. Puis j'étais allé dans le domaine où est-ce que j'avais le moins de chances de faire des présentations orales parce que j'aimais pas parler. Pas parce que l'informatique, ça m'intéressait, mais bref, j'étais allé en génie informatique à l'UQAM. OK. Fait que tu me posais la question il y a 10 ans, j'étais clairement le gars genre timide, développeur, fucking technique. OK. Puis là, aujourd'hui, je suis comme un peu un mélange des deux. Ouais, mais j'aime beaucoup plus les interactions mettons, avec les humains puis faire mettons, de la vente puis parler, aller sur des pods que genre de développer, mais je suis rendu quand même un très bon développeur aussi. Probablement que tu as pris aussi en confiance avec toutes les années et l'expérience que tu as. 100%. Puis quand j'étais petit, je n'avais pas tant confiance en moi non plus. Je faisais juste gamer. Fait que la seule affaire que j'étais bon dans ma vie, c'était de gamer. Ouais. Fait que tout le social puis tout, fallait que je me découvre. Là. Très cool. OK. InputKit, elevator pitch, genre? InputKit, c'est un SaaS en gestion d'expérience client. Okay. Ce que j'aime dire, c'est que c'est comme ça donne une paire de lunettes aux propriétaires d'entreprises de services. OK. Parce que, tu sais, plus que ta business grossit, moins que tu es sur place, tu peux pas savoir nécessairement les interactions entre tes clients et tes employés. Puis à un moment donné, tu perds un peu le contrôle, puis tu as un genre de sentiment d'anxiété de les clients sont-tu vraiment, tu sais, ils payent les factures, mais comme sont-ils vraiment contents de l'expérience, puis on est-tu optimal? Fait que nous, on donne un peu une paire de lunettes sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain avec des métriques puis des chiffres concrets. Là.
Parlant de chiffres, t'en as-tu une coupe top of mind à me balancer pour me situer sur la croissance, l'âge, peu importe? InputKit, mais ça fait 5 ans qu'on s'est incorporé. On est bootstrap 100%. Là, on n'a pas de dette, rien. Puis on est rendu environ à 1,5 million d'AR. Quinzaine, 16 employés environ. Let's go. Puis profitable? Ouais, très profitable. Très cool, dude. Moi, t'as walk the talk, c'est-à-dire que tu dis que t'aimes ça les métriques, fait que tu m'en as balancé un paquet. Ouais. Tu m'as dit, yo Frank, tu peux les lancer sur le pod. Fait que man, on les. Je les ai toutes données. On les passe, là. Let's go. Ouais. 1,5 million d'AR, tu l'as dit. Prochaine, c'est ARPU. 243$ par mois ou 2916$ par année. Ouais. Ça, c'est ton pricing est tiered ABC ou c'est juste un pricing? Ou... ça dépend. On a comme 2 types de clients. On a des clients plus, mettons, une seule clinique. Parce que nous, notre client, c'est genre la clinique de soins privés, genre dentaire, physio, tout. On a d'autres industries, là, mais principalement, c'est ça. C'est une grosse verticale pour vous. Ouais. Fait qu'on a la clinique qui est toute seule, puis on a le réseau. Par exemple, les centres dentaires La Pointe, les Biron Groupe Santé, qui ont genre 120 succursales. Fait que la moyenne que t'as, c'est la moyenne entre les deux, right? T'as l'extrême vraiment très cher, puis t'as la petite PME qui c'est moins cher, évidemment. Puis ton CAC, il est à 1350. Ouais. Fait que t'as... Puis ton LTV, 16 500. Ouais. Ça veut dire que ton churn, il est fucking bas. Tu me l'as-tu mis? Non, mais... Il est pas mis, mais le net churn est pratiquement de 0. Parce qu'on arrive à grossir nos comptes aussi. Tu sais, exemple, Biron, il ouvre 3 cliniques dans l'année, mais pour nous, c'est 3 comptes de plus. C'est de l'expansion. C'est de l'expansion versus le churn. Fait que le net, il est pas mal à 0. C'est des belles métriques, mon petit chum. Ouais. Hein? S'il y en a qui veulent acheter ta business, là, ils vont saliver. Pas à vendre. Non, juste ça. Year-over-year growth averagé sur 5 ans, j'imagine? Ou le dernier, 30%? L'année passée. Les autres avant, c'était genre 50 puis 75. Ça ralentit un peu, mais là, cette année, on vise plus le 50 avec Jean-Gab qui m'a botté dans le cul. Jean-Gab chiffre? Ouais. Shout-out à Jean-Gab. 507 clients. Est-ce qu'ils sont principalement au Québec? 80% Québec, 10% reste du Canada, US, puis 10% France, Belgique. OK, nice. Ouais. Fait que t'as quand même un spread géographique, c'est bon, parce que souvent, il y en a qui ont de la misère à... Quand ils commencent à commercialiser ici au Québec, ils ont de la misère à transcender un peu la frontière. Mais nous, c'est vraiment, tu sais, notre acquisition, on va en parler tantôt, mais comme nous, c'est vraiment du outreach, puis on va outreach juste au Québec. Fait que les autres, c'est qu'ils ont vu genre notre contenu, parce que maintenant, on avait fait mettons, 1 an ou 2 de création de contenu à côté. Ouais. Puis ce contenu-là, il roule encore, tu sais. Fait qu'il y a eu ils font des recherches, comment faire un questionnaire de satisfaction client, InputKit. Eux, ils sont en Belgique, en France, parce que le contenu français, il rank mieux en francophonie. Ouais, exact. Fait que... Avant qu'on... Je trouve ça tellement sick de commencer avec toutes ces métriques-là, by the way. Là. Genre, il y a plein d'autres founders qui vont être contents, c'est sûr. On l'a pas fait souvent sur le pod, fait que ceux qui veulent venir sur le pod et qui sont game de faire ça, faites-le. Mais là, avant qu'on creuse dans le cœur des InputKit, il y a il y a du jus puis de la viande autour de l'os du début de ton histoire d'entrepreneur. Ouais. Pour être allé manger avec toi, avoir chillé un peu avec toi, je sais. Fait que ma question pour nous kickstarter, c'est genre, quel autre business t'as essayé de faire avant InputKit? J'en ai parti genre 4 autres avant. Puis c'était tout des... Il y en a qui disent des apprentissages, mais pour moi, c'était un peu des échecs, slash perdre comme 4-5 ans de ma vie. Mais tu sais, moi, j'avais comme 18-19 ans. J'étais à l'université, puis je faisais juste gamer à WoW. Okay. World of Warcraft. World of Warcraft. Puis là... Quel tu jouais, la Horde ou l'autre? Là? Horde, non. Okay. Je gamais à League of Legends aussi. L'autre, c'est Alliance. Ok, t'étais même pas idée. Là. Toute ma jeunesse, c'était genre RuneScape, Dofus, les gros jeux. Là. Oh, ouais. Ok. Mais c'est ça, fait que je sortais pas puis tout. Là, mais là, comment tu passes de genre plugger dans Matrice à WoW à fuck it, je me lance des business, je veux être entrepreneur? Ouais, ben il y a une journée qui a changé vraiment ma vie, là, puis j'en parle souvent de cette journée-là, mais je m'en souviens comme si c'était hier pour elle. J'étais dans mon lit, j'habitais, tu sais, je suis parti chez mes parents à 17 ans, fait que j'habitais en appartement avec ma blonde dans le temps. OK. Puis je commençais l'université dans ce temps-là. Puis j'avais un examen de maths le lendemain matin. Je pense que j'étais au cégep ou whatever. Ouais, puis j'avais un examen le lendemain matin, puis il fallait que je me couche tôt. Puis il était rendu 11h le soir. Je checkais des vidéos sur YouTube complètement stupides, genre d'un Russe qui se pète la gueule, qui fait des expériences scientifiques. J'écoutais tout le temps ce gars-là. Puis à un moment donné, je tombe sur une pub YouTube de genre 15 minutes. C'est un gars dans son garage avec sa Lambo puis ses livres, genre Ty Lopez. Okay. Puis il y a de quoi avec la façon qu'il s'exprimait, mon gars, là, genre, ça m'a accroché. J'étais pas capable d'arrêter d'écouter. Okay. Puis le call to action à la fin de la vidéo de 15 minutes, c'était sa landing page qui parlait du 67 Steps. C'était une vidéo genre d'1h30 ou 2h. Hein? Puis je me suis claqué ça au complet. Mon gars, il était 2h du matin, puis j'arrivais plus à fermer mon sel. Wow. J'étais allumé. Fait qu'il y a quelque chose qui m'a clairement interpellé, tu sais.
Puis, tu sais, oublie pas que dans ce temps-là, moi, j'étais vraiment un peu perdu. J'étais allé à l'école, je gamais. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, mais je voulais pas comme faire le chemin conventionnel d'avoir une job et tout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ta source d'influence vers, hey, tu peux faire tes propres trucs, faire ton propre argent, être ton propre boss, être un entrepreneur, c'était pas une influence, mettons, dans la famille, à l'école, dans ton réseau d'amis, c'était virtuel quand même. Mais j'aurais aimé ça que ça soit dans ma famille, mais comme, tu sais, ma famille, c'est ultra conventionnel. Autant mes parents que genre mes tantes, mes oncles, tout. C'est tout du monde un peu conventionnel qui n'ont aucune expérience entrepreneuriale. Fait que moi, j'aurais aimé ça que ça vienne de là, mais bref, c'est venu d'une vidéo YouTube, Ty Lopez, puis finalement, le lendemain matin, je reviens de mon examen. La première chose que j'ai faite, j'achète son programme 67 Steps. C'est 67 jours, une vidéo par jour. Puis après 67 jours, c'est supposé avoir genre rewire ton brain, puis genre avoir un meilleur mindset. OK. Puis honnêtement, moi, ça a vraiment marché. Là. C'est là que ça m'a ouvert les yeux sur genre l'importance d'avoir des mentors, de lire des livres. OK. Puis j'ai acheté mon premier livre, Rich Dad Poor Dad, grâce à ça. OK. Puis je me suis rendu compte que comme finalement, j'aimais ça lire. C'est là que je lisais des affaires focales à l'école qui ne m'aidaient pas. Puis ce livre-là, Rich Dad Poor Dad, ça m'a comme juste vraiment interpellé. Puis c'est le premier livre que j'ai réussi à lire de genre du front page jusqu'à la fin. Là. Ça donne une idée un peu. Pour le monde qui écoute, puis sont comme. Parce que moi, la première fois que tu m'as dit ça, je me rappelle avoir roulé mes yeux jusqu'en arrière de mon cerveau. Okay. Parce que Ty Lopez, tu sais, j'ai des préjugés, je m'attends. Tout le monde a des préjugés, ce gars-là. Exact. Mais ce que je veux. La vie, c'est composé de nuances, c'est pas blanc ou noir, right? Puis ce que je veux que le monde apprenne, c'est que, hey man, pour à 11h30 être capable de hook un jeune qui connaît pas ces affaires-là, man, qui s'en calisse pendant 17 minutes sur une vidéo de toi en genre de selfie qui parle, je pense que c'est ça. Ouais. Il y a des skills de copywriting, de vente, de communication, que c'est plate à dire, là, mais ceux qui ont les plus perfectionné ces compétences-là, souvent, c'est des vendeurs. Puis oui, il y en a un paquet qui sont colorés, disons, ou qui font des choses que certains pourraient dire genre, OK, ouais, ça, c'est un peu genre pushy, ou genre, c'est un peu comme superficiel, ou scammy. Je dis pas que lui, c'est ça. Là. Je dis juste, il y a quand même une compétence de hook l'attention du monde, créer du bon contenu, puis un funnel de conversion qui passe du marketing de performance, de la pub, jusqu'à du marketing de contenu, jusqu'à une vente d'un produit, de l'infopreneuriat dans ce cas-ci, mettons. C'est de la façon qu'il s'exprime aussi. OK. Moi, ça m'a. Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui l'écoute, sont comme, qu'est-ce que Ty Lopez ici? C'est plate. Là. Mais moi, c'est la façon qu'il s'exprime. On dirait que ça rejoint ma façon à moi de m'exprimer puis de comprendre. Tu sais, puis moi, à l'école, je détestais comment on enseignait, mais comme lui, quand il parle, on dirait que c'est comme, j'avale tout. Genre, c'est comme de l'eau qui coule dans mon cerveau, puis ça fait juste du sens. OK. Fait que, I guess que c'est pas tout le monde. Tout le monde, 9 personnes sur 10 vont le hate là, pour différentes raisons. Ouais. Mais moi, dans le temps, ça l'a vraiment accroché. Puis le monde peut dire ce qu'ils veulent, mais comme moi, c'est ça qui m'a allumé. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui m'auraient allumé 1 an plus tard ou 6 mois plus tard. Mais moi, ça a juste été ça l'élément déclencheur. Puis comme si un jour je le rencontre, c'est sûr, j'ai dit, puis je serre la main, puis je le remercie. Ben oui. Puis dude, tu sais, au final, man, who cares, là, un peu, c'est quoi ou qui allume l'espèce d'étincelle d'ambition puis d'entrepreneuriat. Ouais. La quantité de valeur que tu as créée pour des employés, des clients, toi-même, ta famille, tu sais, t'es papa à cette heure-là, genre. Des jumeaux. Ouais, des jumeaux. Ouais. Shout-out aux jumeaux. Puis ils vont pouvoir ça à 18 ans. Tout back. Bon, all right. Man, c'est hot, là. Que le journey que ça l'a enclenché, cette chose-là. Fait que je trouve ça sick comme histoire. Puis c'est pour ça que je suis content que tu le comptes. Mais là, pour répondre précisément à la question, fait que là, tu lis ça, tu payes je sais plus combien d'argent pour genre catcher sa formation, consommer sa formation. Qu'est-ce que tu startes, genre? Ben, la première chose, c'était clairement mon mindset, il fallait qu'il se refasse au complet. Là, parce que pour moi, je connaissais rien, mettons, de l'entrepreneuriat, la création de valeur, l'argent, je connaissais rien. Fuck all de ça. J'étais ultra pauvre, j'habitais en appart. Puis... Fait que bref, première chose que j'ai essayé de faire, je pense que c'était comme. Je me suis incorporé une business de création de site web WordPress. Ouais, qui est un classique souvent comme genre step business. Puis avant ça, avant que je rencontre Ty Lopez virtuellement, je faisais des jeux sur le App Store. Genre moi, j'ai appris à coder le Swift quand c'est sorti, je pense en 2014. Puis j'étais un autodidacte, là. Je checkais sur YouTube comment faire. Au début, je faisais des sites web vraiment custom, HTML, CSS, JavaScript. À un moment donné, je checkais ça, les applications mobiles, je voulais faire des jeux, genre. Fait que j'ai fait une couple de jeux qui ont quand même pogné sur l'App Store. Ah ouais, nice. C'était genre une boule qui tombe du ciel, puis t'avais... Est-ce que c'est des pics qui tombent du ciel? Puis t'avais une petite boule qui roule, puis avec tes pouces à gauche, tu t'en vas à gauche, à droite, tu t'en vas à droite. Puis il fallait que tu esquives les pics, puis il y avait des powers des fois qui tombaient du ciel, puis que quand t'es pogné, mettons, les pics ralentissaient, ou ta boule rapetissait, genre. Malade. Fait que, en tout cas, ça, c'était quand même cool.
Mais le chemin de je gamais, je tripais tellement sur le gaming que j'ai appris à coder, puis ensuite j'ai créé des produits, puis tout. C'est un chemin qui est souvent là, mettons, chez les founders. Ben, c'est facile, c'est ta zone de confort, là, d'être devant l'ordi. L'anglais, ça prend via ça aussi pour les kebs. C'est une source populaire, mettons, d'entrepreneuriat. Ouais, I guess, ouais. Tous les founders techniques, I guess, qui ont gamé un peu dans leur jeunesse. Là. Pas toutes, mais il y en a une grosse partie. Fait, en tout cas, bref, pour revenir à ta question, je finissais mon bac puis je faisais un stage. Je l'ai fait chez Desjardins pour X raison. Ma mère, elle a travaillé chez Desjardins toute sa vie. Fait que c'était comme j'avais une plug facile pour rentrer. Puis après 2-3 jours, je savais que je voulais jamais faire ça de ma crise de vie. Là. C'était de l'esti de merde, mon gars. Là. Genre, j'ai été traumatisé par cette expérience-là. Genre, j'arrivais dans un Scrum session, genre, puis on faisait un feedback session après le Scrum, puis on mettait des... Ça, je trouvais ça vraiment nice. Mettons, t'as-tu des idées de feedback? Puis t'écrivais un petit post-it, tu mettais au tableau, genre, puis Scrum Master allait prendre tous les petits post-it, okay, il lisait l'idée, puis c'est qui l'a donné? Fait que là, la personne, elle se levait, puis elle expliquait son idée. Moi, je tripais, genre, j'ai mis 14 post-it à la première rencontre. Tout le monde me regardait, genre, c'est qui le stagiaire fuck all, le style qui pense qu'il connaît tout ici? Fait que mes idées, il les flushait toutes une par une. Puis quand je suis parti, genre 8 mois après mon stage, genre mon chum travaillait encore là, puis ils ont toutes fucking implémenté. Fait que, tu sais, l'espèce de vie politique de comme le rank, puis comme lui, ça fait longtemps qu'il est là, puis lui, il est nouveau. Fait que, man, ça m'a tué. Là, moi, je suis un gars que j'ai des idées, si j'ai pas peur là-dessus de les dire. Ouais. Puis si tu me fais sentir comme si je devrais pas le dire parce que je suis nouveau, fuck off. Fait que bref, j'ai eu vraiment du fun chez Desjardins. Mais j'ai appris surtout que je voulais jamais comme être employé puis d'avoir une job. Mais j'ai rencontré Jean-Philippe, qui est mon co-founder d'InputKit aujourd'hui. Puis dans le temps, il travaillait sur un projet vraiment cool qui s'appelait Doctor. OK. Qui roule encore aujourd'hui, là, mais c'est une application mobile. Exemple, tu vas aller à l'urgence pour Y raison. Ben, au lieu d'aller à la plus proche puis d'attendre peut-être 13-14 heures, tu allais là-dessus, puis nous, on rankait les taux d'occupation des urgences dans ton coin. Fait que tu fais peut-être 2 heures de route, mais t'attends 3 fois moins de, mettons... Ouais, c'est comme un arbitrage temporel, quasiment. Ouais, fait que ça l'aidait, 1, à te faire sauver du temps, puis 2, à répartir un peu la population québécoise dans les urgences. Quand même cool. Puis il travaillait là-dessus, fait que j'étais comme, dude, je peux-tu juste rejoindre comme stagiaire? Payez-moi même pas, genre, je veux rien, je veux juste avoir du fun puis vous aider, genre. Fait que là, j'étais comme le petit développeur stagiaire. Okay. Mais eux, quand j'amenais mes idées, ils les écoutaient puis ils trouvaient ça nice. Fait que là, j'ai comme été vraiment hook avec le principe d'entrepreneuriat puis de bâtir de quoi. Après 6 mois, ils ont juste dit, de non seulement tu travailles plus que nous, mais comme tes idées sont incroyables, fait qu'on peut plus vraiment se passer de toi. Tu veux-tu genre on-board comme co-founder? J'étais comme, let's go. Ils m'ont donné un certain pourcentage d'actions. J'ai chip in un peu d'argent. Genre, tout l'argent que j'avais fait chez Desjardins, je l'ai crissé là-dedans. Fait que j'ai raidé ce travail-là peut-être pendant 2 ans, puis j'ai vraiment trippé. J'ai eu vraiment du fun. On a passé... Quand je dis on, c'est plus les founders, genre Stéphane puis Quentin, dans tous les médias du Québec. Genre, salut, bonjour, tout. Man, à Mané, on avait des spikes de 30 000 downloads en un matin. C'était insane. Wow. On avait, je pense, 300-400 000 utilisateurs sur l'app. Au Québec, on n'est pas beaucoup, là. Fait que 300 000 utilisateurs au Québec, c'est quand même beaucoup relativement à la grosseur de la province. Je savais pas cette partie-là, d'où. Ouais. Fait que j'ai eu vraiment du fun. J'ai appris beaucoup d'affaires dans cette expérience-là. Mais tu sais, j'étais plus le stagiaire développeur. Fait qu'à Mané, mon côté plus entrepreneur, j'aimais ça m'exprimer puis tout. Fait qu'à un moment donné, j'avais goût de plus. Mais non seulement ça, mais c'est qu'on faisait pas une crise de scène. Réellement, c'était cool comme projet, mais comme à un moment donné, on a raisé du cash parce qu'on avait plus de cash que nous, on avait injecté. On a levé, je pense, 100 000, puis on a tout flobé en 6 mois parce qu'on se payait. Auprès de... C'était pas une institution, c'était genre un gars qui avait du cash, puis il trouvait ça cool. Il était comme, je vais mettre 100 000 dans vous, puis... Après un certain temps, il restait plus une scène. Fait il a fallu qu'on prenne une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis 3 d'entre nous, moi, Jean-Philippe et Stéphane Boyer, qui est rendu le maire de Laval aujourd'hui, là, on a exit. On n'a jamais revu cet argent-là, by the way. Mais on a exit sur papier. Puis les 2 autres gars sont encore là aujourd'hui. Puis ils runnent encore l'app. Fait que si tu vas à l'urgence, tu t'écris DOCTR, Doctor. Puis ça marche super bien. Vraiment très cool. Fait que ça a été comme ma première vraie expérience. Mais c'est pas un vrai échec, celui-là. Non, ça, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est pas tant un échec. Ça, c'était vraiment nice. Puis j'ai appris beaucoup. OK. Point. Mais il y a eu... Mais j'aurais aimé ça faire du cash. Je comprends. All right. Fait que là, il y a eu Doctor. Il y a eu le stage chez Desjardins. Il y a eu Doctor. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Qu'est-ce qui nous amène à InputKit, là? Parle-moi des autres. Quand j'ai exit Doctor... Toi, quand tu dis exit, c'est pas
J'ai pas fait une crise de scène. Genre, le cash que j'avais investi là, je l'ai jamais revu aujourd'hui. Ouais, fait que j'étais ultra pauvre, puis j'étais encore très pauvre après. OK, c'est bon. I get it. Fait que what's next? Fait après ça, j'ai tout de suite parti à un autre projet, puis je vais t'expliquer un peu la genèse de ce projet-là. Ça s'appelait Meplex. C'était une plateforme pour aider les investisseurs immobiliers à trouver des immeubles à revenus plus facilement. Comme le Holy Grail de... Parce que moi, j'avais 2 chums. Mes 2 chums Mike sont pas mal mes plus proches chums entrepreneurs aujourd'hui. Ils commençaient à faire des fling-flang immobiliers. Ils allaient aux conférences immobilières de genre Jacques Lépine, puis ils ont réussi à acheter genre une couple de triplex sans mise de fonds. OK. Là, j'étais comme, moi, je suis pauvre un peu comme eux. Fait que s'ils sont capables, sûrement, je serais capable aussi. Fait que là, je commence à checker ces sites immobiliers pour trouver des auberges. Ouais. Puis là, je suis comme, sinon, il est pas efficace comme façon de chercher, man. T'es genre, t'as Centris, Remax, Sutton, du proprio. Il y a rien qui se parle là-dedans. Puis moi, je veux faire des recherches sur 2 affaires. Un rayon de distance. Tu peux même pas faire ça. Faut que t'aies une esti de nom de ville. Genre, je connais pas les estis de ville, ça arrive sud, là. Fais-moi juste un rayon de 50 km puis dis-moi ce qu'il y a là-dedans. Mais je pouvais pas faire ça. Et ça m'a fait chier. Puis je voulais filtrer aussi par multiplicateur de revenus. Genre, tu sais, tous les indicateurs qui disent un peu la profitabilité de l'immeuble. Mm-hmm. Puis ça peut te donner aussi des idées d'opportunités, peut-être d'amélioration. Okay. J'étais comme, je peux-tu filtrer les 7500 immeubles par ça, genre? Non, tu pouvais pas. Puis moi, je savais pas dans le temps qu'il y avait des outils pour les courtiers puis tout, puis que c'était un peu comme une mafia, cette affaire-là. Là. mais dans le temps, j'étais comme, fuck off, man, je vais faire un web scrapper, je vais scraper tous ces sites-là, puis je vais rassembler ça sur une plateforme crissement user-friendly. Puis je vais tracker aussi, genre, mettons, tu sais, les courtiers, des fois, ils font ça, là, genre, l'immeuble, elle se vend pas, fait qu'ils l'enlèvent du marché, puis ils la remettent avec un prix plus bas en disant nouvel immeuble. C'est pas une nouvelle immeuble, ça fait fucking 2 ans que c'est le marché, tu sais. Fait que moi, je le trackais, ça. Je gardais le MLS, puis l'adresse, puis tout. S'il revenait, je disais comme, hey, c'est pas un nouvel immeuble, c'est juste un nouveau prix. Fait que peut-être que le vendeur, il est motivé en crise. Tu comprends? Okay. Fait que je faisais plein d'affaires, je montrais des comparables aussi dans l'industrie, puis il y avait un free trial, dans le fond, de 14 jours. Puis après ça, il fallait que tu payes, je pense, 25$ par mois. Puis t'avais accès à tout ça. Puis toi, t'avais dev tout ça toi-même? Ouais. Dans le temps, j'étais avec mon co-founder Marc, mais Marc faisait plus le volet... tu sais, lui, c'est pas un développeur, là, fait qu'il faisait tout le reste. Il a runné pas mal les Google Ads. Dans le temps, c'était AdWords Express. Il a comme appris ça, puis ça marchait super bien. Okay. Chaque jour, on avait peut-être 5 à 10 free trial, puis comme une conversion ou 2 après 14 jours. OK. Puis ça, je me souviens, j'avais 22 ans, puis comme après peut-être 3-4 mois de dev, genre, ça roulait. Là. Je me levais le matin. Moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est comme faire de l'argent quand je dors. Ouais, classique. Fait que là, le premier matin que je me suis levé, puis je check sur Stripe, on a une nouvelle carte de crédit, puis un paiement de 25$ plus taxe. J'étais comme, waouh, on a réussi, tu sais. Ouais. Puis là, on était dans le char, je me suis dit, on allait je sais pas où, là, on était comme, man, on a une crise de belle, un beau sas entre les mains. Genre, on va aller dans les événements immobiliers, on va acheter un kiosque, puis on va se faire connaître, man. Là, notre futur, il est 7, là. OK. C'est sûr que c'est ça que je fais de ma vie. Ça regroupe l'immobilier que j'aime, puis ça regroupe le software que j'aime, tu sais. Puis après, je pense, 10 mois de l'incorporation, je m'en vais dîner avec un de mes chums, Julien, que son frère, c'est genre le président de Sutton Québec, puis qui connaît fucking bien le domaine immobilier, genre. Je pense que c'est un courtier aussi, je sais pas trop. Puis là, il me raconte un peu, genre, cette mafia-là. Puis moi, je connaissais rien de ça. Là. Moi, je suis fucking naïf, je me lance là-dedans. Puis avant de web scrapper, je suis allé voir une avocate, je suis comme, c'est écrit sur le site que j'ai pas le droit de prendre le data, je peux-tu le faire pareil? Elle me dit, ben, c'est du data public, fait que t'es good. Moi, j'ai pris ça pour du cash. Quand je vais investir une année de ma crise de vie là-dedans sans faire d'autres vérifications parce que j'étais un peu de même. Puis là, ça, je m'en vais dîner avec Julien, puis il me dit juste que comme il y a 2 startups qui ont fait ça l'année passée, ce modèle-là, genre de Meplex, là, d'aller scraper, puis ils se sont fait mettre en demeure par Centris pour genre des gros montants, genre shut down ton application, t'as pas le droit, c'est notre donnée à nous. Là, j'étais comme fuck. OK, fait que tu prends quoi comme décision? Tu retournes-tu voir des avocats? Comment ça... Écoute, j'avais pas plus... Tu sais, j'étais encore ultra pauvre dans ce temps-là. Là. Puis moi, quand je me suis fait dire ça, ça m'a pris une journée de comme, fuck off. Tu sais, il me dirait pas quoi faire. Puis le lendemain, j'étais allé lire les mises en demeure publiques, puis toutes ces affaires-là, puis j'étais comme, ouf, je suis dans la merde, man. Même si je réussis à fight avec un avocat, j'ai pas d'argent pour les payer. Là. Puis Centris, il y en a en esti de l'argent pour me fighter. Là. Fait que ça a été pas mal le moment le plus tough de mon parcours. Parce que, tu sais, au début, tu sais, mes expériences, je faisais des jeux, je faisais des sites web. Tu sais, j'étais encore tout naïf de comme motiver puis tout, mais Meplex, ça a quand même été tough parce que j'avais eu le feeling de comme, j'ai enfin trouvé qu'est-ce que j'allais faire, tu sais. Fait qu'après, comme, quand finalement, on a pris la décision de shutdown,
Sans avoir tombé nécessairement sur le radar des plus gros joueurs. Ouais. Vous avez évité le chiard Avec du recul, légal. j'aurais peut-être dû pousser plus puis d'aller voir des courtiers de comment on peut savoir ton data d'une autre façon, mais dans le temps, je sais pas, là, j'étais juste comme démotivé. Je voyais les mises en demeure, j'étais comme si ça arrive, je fais quoi? J'aime mieux arrêter tout de suite que dans 3-4 mois encore. Là. Fait que ça a vraiment été tough. Genre, j'étais revenu chez mes parents dans ce temps-là parce que j'étais plus que mon ex, puis j'avais plus une scène aussi. Là. Fait qu'il fallait que je vive quelque part. Là, t'avais 24, genre 25? J'avais encore 22, 23. OK. Puis je suis revenu chez mes parents. Fait que juste ça, je trouvais ça vraiment tough parce que je déteste dépendre sur n'importe qui. Là. Puis je me souviens comme de 2-3 jours, j'étais dans mon lit, puis genre, je parlais à personne, puis j'étais juste comme en dépression. Là. J'étais comme, man, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Je fais dessus ce que mes parents veulent que je fasse, genre aller à l'école, finir mon bac, pogner un job comme ma soeur. La stabilité, genre. Puis juste à y penser dans le temps, j'avais le goût de vomir, mais je suis comme, à un moment donné, il faut que je paye mes estis d'affaires. Là. Je vais pas rester chez mes parents toute ma vie. Fait que ça a vraiment été tough, man. Je me souviens dans mon lit, puis comme me dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Puis j'ai sûrement versé une coupe de larmes, puis comme je me remettais en question complètement. Puis après 2-3 jours, je suis comme passé en mode comme d'aller vers le chemin d'employé, c'est pas une option pour moi. Je suis prêt à tout sauf ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Puis je m'étais souvenu d'une publicité YouTube, encore YouTube, je sais, mais c'était une publicité YouTube de genre 2 gars, Max puis Dane Maxwell, quelque chose de même, qui vendait un programme qui s'appelait The Foundation aux US. C'était comme How to Start Your Software Company with No Money and No Idea. Puis j'étais comme, je vais mettre ça dans mon backlog mental. Puis si un jour, mettons, je suis dans la marde, je vais aller checker ça plus en détail. Puis là, j'étais pas mal rendu à ce point-là que j'étais dans la marde, j'avais rien d'autre. Fait que là, je m'en vais là-dessus. Puis c'était quand même legit. Là, c'était une série de formations qui allait vraiment t'apprendre exactement comment eux, ils ont bâti plusieurs SaaS plusieurs fois dans leur vie. Puis j'étais comme, OK, combien ça coûte? C'était genre 3500 US. Je devais avoir comme 15$ dans mon compte. Fait que j'en ai parlé un peu à ma mère, à mon père. Mon père était comme, ben, c'est bien trop cher. Ma mère était comme, OK, ben, tu sais, je peux te le passer si tu veux. Fait que là, j'ai pris son argent. Puis, tu sais, on s'entend que rendu là, j'étais dos au mur, là, parce que j'ai plus une scène. Ça fait 4-5 ans que je fais des essais-erreurs, puis ça marche pas vraiment. Puis, il faut que je convainque les gens autour de moi que, comme, je sais ce que je fais. Tu dois 3 quarts ta mère. Ça aussi. Mais c'était surtout tu sais, j'avais le sentiment que je devais me prouver parce que, tu sais, tout le monde dans mon entourage, je suis pas des entrepreneurs. Fait que tu leur dis de comme, ouais, mais je suis des formations, je lis des livres. Fait que t'as pas, ça va marcher. Il faut juste que je persévère. Ils sont comme, t'es un esti de cave. Genre, c'est quand t'arrêtes de faire ça. C'est quand t'ouvres tes yeux puis que tu vas à l'école puis que t'arrêtes de niaiser, tu sais. Fait que, tu sais, c'était quand même tough, mais en même temps, ça me motivait de comme, j'avais tout à prouver. Fait que j'avais le dos au mur, autrement dit. Là. Fait qu'en tout cas, j'achète cette formation-là, je la suis. Puis le contenu, c'était incroyable, honnêtement. Là. Aujourd'hui, je suis rendu coach au Validation Program au Centre d'innovation de Concordia. C'est un peu ça qu'ils enseignent. Mais moi, dans ce temps-là, je connaissais rien de ça. Mais l'idée, c'était que tu commences par, eux, ils appelaient ça du Idea Extraction. Fait que tu te concentrais sur une niche. Moi, j'avais pris les comptables parce que j'aime les chiffres en général. Puis tu contactes des propriétaires d'entreprise. Tu leur demandes de faire une entrevue téléphonique de comme 15-20 minutes. Puis tu poses des questions sur leur quotidien, c'est quoi leur pain point, c'est quoi leurs irritants, puis tu trouves des problèmes qu'ils veulent régler puis qu'ils sont prêts à payer pour. Fait que c'est ça que j'ai fait. La recherche client. Ça a marché. Dans le sens que j'ai trouvé plein de problèmes, plein de pain. Puis, tu sais, j'avais aucun contact aussi. Là. Fait que moi, c'était tough pour moi de comme reach out sur LinkedIn, faire du cold call, mais comme j'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. On était une cohorte de genre 100 ou 200 personnes qui avaient acheté le programme. The Foundation. Ouais. Tu peux encore checker sur Google, ça existe encore. Je pense pas qu'ils le vendent encore, mais en tout cas, le contenu était incroyable, vraiment. Là. Fait que l'étape 1, c'était Idea Extraction. Deuxième, c'était Validation. Dans le fond, il fallait demander un dépôt monétaire pour valider que les gens allaient payer une fois qu'on bâtit le SaaS. Après ça, avec cet argent-là, t'engageais un développeur sur genre Fiverr, affaires dans le même. Upwork. Puis après ça, tu scales. T'as un minimum, un MVP, un Minimum Viable Product, t'avais un SaaS. Puis moi, c'est de même que j'ai parti InputKit. OK. Fait que là, dans tous ces appels-là que tu as fait avec des cabinets comptables ou autres PME, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit je sais jamais si mes clients sont contents. Comment c'est arrivé, ça? Ouais. J'ai découvert plein de problèmes reliés. Mettons, ça me prend du temps à répondre à mes courriels. J'ai découvert plein de problèmes, mais comme un de ceux qui revenait le plus souvent, c'était comme. Puis ils l'ont pas nécessairement verbalisé comme ça, mais c'est moi qui, en lisant entre les lignes, je l'ai vu. C'est comme, on met tout notre focus sur l'acquisition de nouveaux clients, mais nos clients qui valent
crissement cher pour un cabinet comptable. On fait rien pour genre les chouchouter puis comme s'assurer de leur satisfaction. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Là, j'étais comme, pourquoi tu fais pas de sondage? Pourquoi tu fais pas de suivi de satisfaction? C'était comme, ben écoute, ça fait une couple de mois qu'on y pense à le faire, une couple d'années, mais on n'a pas le temps. C'est sur notre to-do list, mais comme en numéro 20, genre 30. T'sais, à chaque jour, ils ont des feux à éteindre. Genre, une période d'impôt, ils n'ont pas le temps de penser à ça, de faire de même. Fait que moi, l'idée initiale, c'était comme, ben, si je l'automatise pour toi, serais-tu prêt à payer pour ça, genre? Puis la réponse était oui. Alright, folks, petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. Parce que c'est pas un pour un, c'est-à-dire que quand, justement, là, tu as parlé un peu d'une hiérarchie de douleur, où est-ce que ce problème-là, pour eux, n'était pas assez douloureux nécessairement pour comme, construire un système ou quoi que ce soit, dédier une personne à ça. Ouais. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'ils vont être prêts à payer pour du logiciel qui va l'automatiser. Fait que toi, tu as fait, pour valider qu'ils étaient prêts, tu as fait de la prévente, comme ça parlait un peu dans ton programme. C'est 100% grâce au programme, parce que sinon, mon réflexe un peu naïf que tout le monde fait, c'est il me dit que oui, il va payer quand ça va être développé. Fait que je vais le faire, puis je vais revenir le voir quand ça va être fait. Mais ça, c'est la pire erreur. Fait que ce que le programme disait, c'est qu'il fallait que je demande un chèque. Dans le temps, c'était 300$. Puis je pense j'en ai eu 15. Okay. On appelait ça des founding members. C'était des membres fondateurs qui allaient avoir un rabais à vie de 15% sur ton SaaS. Puis en retour, c'est cool d'être un founding member de quelque chose. Puis 2, c'était aussi pendant que je développe, tu vas me donner ton feedback. Fait que le résultat va être genre, ça va vraiment fitter pour ta business. Pour ça va quasiment être du custom dev à 300$. C'est de la musique dans mes oreilles, ça, Phil. Honnêtement, genre, la prévente, là, c'est comme un outil tellement sous-utilisé par plusieurs personnes qui bootstrap ou qui veulent se lancer en SaaS. Mais j'ai le goût de faire le mini détour par pourquoi tu as décidé, toi, de bootstrapper? T'avais-tu juste. C'était-tu un cas de j'aime pas ça me faire dire quoi faire, j'ai eu envie que ça soit c'était un mélange de plein d'affaires, mais je me souviens, à un moment donné, tu sais, un de mes premiers founding members, Louis, il m'invite à dîner à un moment donné dans un fucking resto cher à Saint-Julie, puis il me dit à un moment donné, hey, j'aime vraiment, t'es vraiment cher, puis c'est sûr que tu vas avoir du succès. Écoute, moi, j'aimerais ça investir 50$, dans ta business. Puis je faisais peut-être 500$ par mois, 1000$ par mois. Je commençais à vendre un peu un package mensuel. Okay. Puis moi, mon réflexe dans ma tête, j'étais comme, je sais même pas ce que je ferais avec ton 50$. Fait que moi, on dirait que je suis comme peut-être trop honnête, mais si je sais pas quoi faire avec ton argent, ou genre, si je suis pas passé par là déjà dans le passé pour avoir la conviction que, OK, je vais mettre le 50$, en marketing ou en vente, on dirait que j'ai comme pas le goût de le faire. Okay. Fait que moi, dans le temps, c'était pas nécessairement que je voulais pas raise ou quoi que ce soit, c'était juste que j'avais pas la conviction que je savais quoi faire avec pour le maximiser puis augmenter ma croissance. Genre. Ouais, puis en même temps, je veux dire, tu avais été enligné via le programme dont tu parlais dans un chemin de bootstrapping qui ne nécessite pas nécessairement une chier de capital pour réussir à croître. Tu sais, c'est très itératif, puis ça semblait marcher, même si c'est lent au début, c'est normal. Puis, I guess que j'avais pas entièrement confiance en moi-même, fait que j'étais comme, je veux pas perdre ton 50$. J'ai pas envie de scraper ma réputation aussi. Il t'avait-tu juste dit, je suis prêt à mettre 50$, ou il t'avait dit, genre, je suis prêt à mettre 50$ si tu me donnes tant de % de ta business? On n'a pas parlé de pourcent, mais c'est sûr qu'il voulait quelque chose en retour. Là, non, mais je voulais juste savoir à quel point il voulait quelque chose. Ouais. Alright, man. Fait que le bootstrapping, dans le fond, c'est plus... Pas accidentel. Oui, accidentel que... Au début, c'était accidentel, mais à un moment donné, je me suis rendu à un point que je connaissais mes métriques, puis j'avais une décision à prendre. OK, parle-moi de ça. Avec mon co-founder, Jean-Philippe, à chaque Noël, mettons, on se faisait un petit meeting recap de l'année, puis on était comme... Là, Chris, la croissance est lente en esti. On veut-tu comme accélérer ça puis d'aller chercher... Tu sais, dans le temps, avant la COVID, le capital était ultra accessible. Fait que j'étais comme, on veut-tu le faire? On veut-tu pas le faire? Fait que je me suis dit, on faisait tout le temps le même exercice. Genre, on avait un whiteboard, genre, les pour puis les contre de Bootstrap, les pour puis les contre de Raise, tu sais. Puis à chaque fois, genre, I guess que c'est dans nos valeurs personnelles, mais on aimait mieux faire ça lent, mais bien, que genre précipiter, d'apprendre sur le tas. Surtout dans une première expérience SaaS, que je sais pas exactement qu'est-ce qui s'en vient puis comment gérer tous les défis qui sont devant moi. Ouais. Tu sais, si, exemple, dans 5 ans, je repars un SaaS, c'est sûr que je vais sûrement raise pour aller plus vite parce que je sais exactement quoi faire, tu sais. Mais quand c'est la première fois, on dirait que moi, j'étais moins à l'aise. Puis à chaque fois qu'on faisait l'exercice sur le whiteboard, c'était tout le temps la même conclusion de comme, ben,
avec nos personnalités puis ce qu'on veut dans la vie comme personnellement, on ferait mieux de bootstrap. Mais là, pourquoi si tu en refaisais un, tu le raiserais? Parce que bootstrap, en ce moment, c'est un peu comme ma sécurité financière à moi, c'est ma business. Fait que je veux qu'elle soit rentable, je veux pas prendre trop de risques. Mais si je refais de quoi, ça serait plus pour avoir un impact social puis d'avoir un big shot, c'est ça. Tu sais, je repartirais pas un SaaS juste pour bootstrap de quoi quand que j'ai déjà une vache à lait qui me fait vivre amplement. Je comprends. Mais je shout-out aussi à Matt d'Agendrix parce qu'il m'a coaché pendant... Il a été mon mentor pendant comme plusieurs années dans ces réflexions-là. Puis il m'a toujours dit, man, Phil, apprécie ce que tu as d'être bootstrap, de pas devoir rien à personne. Tu sais, lui, son histoire, il avait tout le temps un investisseur majoritaire dans le business. Puis il m'a fait réaliser à quel point que first, il fallait que je l'apprécie. Puis deuxièmement, si je raise du cash, ça va gruger beaucoup de temps à faire des choses que j'aime pas. Là. Absolument. Puis t'es pas très tolérant envers les choses que t'aimes pas. Non. Fait que, tu sais, Matt, il m'a comme vraiment influencé dans cette direction-là. Fait qu'un gros merci à lui pour elle. Fait que ton co-founder, là, c'était le même qui était impliqué dans le SaaS d'immobilier? Non, dans le premier SaaS, Doctor. C'était pas un SaaS, mais Doctor. Dans l'app, OK. Ouais. Super. Puis là, ton industrie, on peut la caractériser un peu d'expérience client, mettons, genre. Ma question que j'aime poser à tout le monde, c'est comment est-ce que les PME qui sont tes clients aujourd'hui réglaient le problème avant qu'InputKit arrive? Ils le réglaient pas ou c'est la même façon aujourd'hui, c'est notre plus gros compétiteur, c'est le statu quo. Ouais, c'est les entrepreneurs qui est comme, ben, moi, mes clients, quand ils sont pas contents, ils me le disent en esti, tu peux être sûr, mon gars. C'est l'affaire qu'on se fait dire le plus. Okay. Fait que c'est encore ça, c'est souvent ça qu'ils faisaient avant. Ils faisaient rien, puis ils trouvaient que c'était correct. Mais la réalité, il y a des stats qui le prouvent, mais 95% des clients qui sont pas contents après une expérience vont pas le dire au propriétaire ou à la gestionnaire. Il va juste se défouler sur Google ou ne pas se défouler, mais le dire à ses chums au party de Noël ou quand ils prennent une bière. Hey man, je suis allé à cette clinique-là, c'était de l'esti de merde. Voici pourquoi. Je suis allé à tel resto, c'était dégueulasse. Fait que la réalité, c'est qu'on. C'est ça le problème, c'est qu'on le sait pas quand ça arrive. On le sait pas. Puis quand il y a des clients. Des fois, ça arrive, on se fait appeler, puis on se le fait dire par un client mécontent. Fait que dans notre tête, on est comme, ben, c'est arrivé, fait que sûrement que tout le monde fait ça. Quand ils sont pas contents, ils m'appellent. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Puis le nombre de fois, même que j'ai convaincu quelqu'un, j'ai fait l'éducation un peu. On a setupé une InputKit, puis après 2-3 mois, il est genre, oh shit. Je pensais pas que j'avais autant de clients mécontents, mais c'est pas que sa business est pas bonne. C'est que toute business a des clients mécontents. Ça fait partie de la game. Mais c'est il faut que tu aies l'humilité de te dire, ben, je suis pas parfait, je peux m'améliorer, puis des fois, j'en échappe. Puis quand je l'échappe, je veux-tu savoir ou pas? C'est d'avoir le mécanisme qui, sans friction, resurface ce feedback constructif. Ouais, nous, c'est notre stage, je pense, on détecte 5 à 10 fois plus de clients mécontents qu'avant. On va pas tous les détecter, mais on en détecte 5 à 10 fois plus. Fait que ceux-là... Mais ton échantillon est plus représentatif pour ce que tu as amélioré dans ta compagnie, mettons. 100%. OK. Ouais. Puis, statu quo, comment tu... Parce que tous ces clients-là qui ne sont pas verboses, qui ne s'expriment pas sur leur frustration, c'est des choses que les entrepreneurs ou les décideurs en entreprise ne voient pas, ne sentent pas. Fait que c'est pas une douleur genre brûlante dans leur day-to-day. C'est ça le problème. Comment tu transformes ça? Comment tu sais, dans ton sales call ou dans ton meeting, comment tu te fais genre, non, dude, genre, sens-la la douleur parce que là, c'est juste que tu la sens pas. Ben, il y a comme 2 types de clients, puis avec le temps, au début, j'étais vraiment dans l'éducation, je sortais des stats comme ça, mais je me rends compte qu'il y a juste 2 types de clients. Il y a ceux qui partagent nos valeurs, puis il y a ceux qui les partagent pas. Il y a ceux qui s'en crissent, puis quand un client est content, il aime mieux se mettre la tête dans le sable. Ouais. Puis eux, on veut pas tant les aider, puis ils veulent pas tant qu'on soit là pour eux. Anyway, fait on a appris à mieux les identifier, puis les laisser couler un peu dans leur monde de licorne, puis d'autruche. puis les autres, c'est juste que c'est dans leur valeur de bien faire. Ils veulent viser l'excellence, puis ils veulent s'assurer que leurs clients soient satisfaits. Fait que eux, quand tu leur parles dans ce langage-là, ils sont comme fuck yes, man, je veux mesurer. Puis c'est souvent des gens qui ont essayé des choses. Ils ont essayé, exemple, de mettre en place des appels. Exemple, je te donne un exemple super concret. On avait un client, c'était un déménageur. Puis à chaque fois qu'il avait fini une job, le propriétaire, il appelait le client le lendemain. Okay. Comme là, je veux m'assurer que mon équipe a fait une bonne job. Cool. Fait que ça, quand je rencontre un gars de même, je le sais que ça va être un bon client. Parce que c'est dans ses valeurs, ça y tient à cœur. Puis moi, je vais lui dire 2 choses. 1, en ce moment, tu payes une personne temps plein pour faire tes appels. Puis 2, le feedback que tu vas chercher, il n'est pas de temps réel parce que c'est un peu awkward au téléphone de dire que tu n'es pas content. Tu me déranges quand je suis en train de souper.
Ouais. Puis les métriques, tu ne compiles pas vraiment parce que c'est au téléphone, fait que c'est verbal. Fait que moi, ce que j'ai dit, c'est que 1, tu vas aller chercher du meilleur feedback. 2, tu vas sauver une personne quasiment à temps plein ou quelqu'un qui pourrait faire des tâches à valeur plus ajoutée. Puis 3, on va aller chercher des avis Google à chaque fois que ton client te lance des fleurs. OK. Ouais. Ce qui est un autre pont là, vers le produit, mais faisons du pouce là-dessus, genre Google Maps, Reviews ou je sais pas quel autre, genre Yelp. Êtes-vous intégré ou comme avez-vous un pont avec différentes plateformes plus publiques de reviews en ligne? Ouais. On collecte des reviews sur toutes les plateformes que tu peux imaginer, genre même Capterra, comme nous, pour un SaaS, on l'utilise évidemment, InputKit. Ouais. Puis on collecte gros des reviews sur Capterra, puis ça fonctionne super bien. Mais l'intégration two ways, on la fait juste avec Google présentement. Fait qu'on collecte des reviews, mais on les affiche aussi dans la plateforme InputKit, puis tu peux y répondre avec l'AI ou l'automatique quand tu as un énorme volume puis que tu n'as même pas le temps de checker ça. Genre. Fait que notre plateforme répond pour toi via l'API de Google, ça le publie. Puis parce que c'est super important de répondre à tes avis, puis ça, le monde ne sont pas tant au courant. Là, mais il y a un article que Google a sorti qui prouve que ton SEO va être impacté positivement si tu réponds, puis négativement si tu réponds pas à tes avis. Mais comme juste le gros bon sens aussi, je check un resto, je check, j'ai un aménageur à Richelieu, puis je cherchais un physio. Qu'est-ce que je fais? Google Maps, physio Richelieu. Tu check une cote de genre 3.8, le premier review, c'est négatif, t'as même pas répondu, je suis comme red flag. Je n'irai pas chez vous. Là. Tu vas me traiter comme un. Je suis même pas important pour. T'as même pas pris la peine de répondre à ton client qui te dit qu'il était pas content. Chris, ça me donne pas le goût d'aller là. Fait que nous, on t'aide à répondre à tes reviews avec soit pour mettons, tu as un bouton qui se génère avec ChatGPT d'ailleurs, mais ça prend une seconde, tu as un beau petit texte adapté à la situation. Ou tu peux le mettre sur l'autopilote, tu dis, mettons, à chaque fois que j'ai un avis 5 étoiles, sans commentaire, flip aléatoirement parmi ces 5 modèles-là. Quand il y a un commentaire, prends ces 10 modèles-là aléatoires, t'en prends un. Parce qu'on a des clients comme Biron puis tout qui ont genre 1000 reviews par jour. C'est long en esti répondre à ça. Là. Fait que... clairement. Puis, mettons qu'on remonte plus tôt dans le produit ou genre dans une autre dimension de ton produit, vous mesurez différents types de scores puis d'indicateurs de performance. Puis dans le peu de recherches que j'ai faites, c'était genre le Net Promoter Score, le CES ou quelque chose dans le même. Puis un autre. Fait que parle-moi d'indicateurs de performance en général. Genre. Il y en a comme 3 qui sont vraiment très utilisés par les entreprises à travers le monde. Le premier, c'est le plus facile, le niveau de satisfaction, le CSAT, Customer Satisfaction Score. Tu prends 100 clients, il y en a combien d'années qui sont satisfaits, tu crées 100 pourcentage. C'est assez simple, tu as genre 90% de clients satisfaits, c'est assez facile à comprendre. C'est mesuré, c'est-tu binaire, oui, non? Ou... Généralement, c'est que nous, on a genre des filtres de satisfaction pour dire si tu réponds 3 sur 5, c'est correct, en bas de ça, tu es insatisfait. On crée de la binarité basée sur plein de filtres compliqués, mais c'est binaire, c'est que tu es content ou pas. Après ça, tu as le Net Promoter Score qui est pas mal le plus répandu. La star, c'est comme nous, on veut mesurer. Ils viennent nous voir en disant on veut mesurer notre NPS. C'est rendu quelque chose de quand même populaire. Déjà éduqué par rapport à ça. Ouais. Fait que ça, c'est le taux de recommandation en français, là, à quel point les gens sont prêts à te recommander. Puis c'est prouvé que plus que tu as un NPS élevé, plus que tu as une croissance organique. Parce que les gens, ils aiment ça, ton service, puis ils vont te référer à leurs amis puis à leur entourage. C'est quand même compliqué à mesurer. Dans le fond, tu poses une question qui est toujours la même. C'est quoi les chances que tu recommandes notre clinique dentaire à tes proches, si tu as l'occasion, exemple? Puis tu réponds de 0 à 10. Fait que tes 0 à 6, c'est tes détracteurs. Évidemment, c'est des bonhommes pas contents. Là. C'est des clients pas contents qu'il faut que tu gères. L'autre extrême, c'est les 9-10. C'est des promoteurs, genre les ambassadeurs. Là. Ça, c'est eux qui vont vraiment être tes meilleurs vendeurs. C'est juste ça qui fait monter ton score, right? Dans NPS. Ouais, c'est exact. 9-10. Puis les 7-8, c'est tes passifs. Fait que le score, il se mesure en prenant... Tu prends l'ensemble de tes clients, là, combien de pourcentage qui sont promoteurs, moins combien de pourcentage qui sont détracteurs. Puis ça donne un chiffre entre moins 100, parce que oui, ça existe des scores négatifs, j'en ai vu, de moins 100 à 100. Puis la question que je me fais tout le temps demander, c'est quoi un bon NPS? Ça dépend de ton industrie, parce que, exemple, en retail, un NPS de genre 20, ça peut être correct, alors que, mettons, dans une business de service ou un SaaS, 20, c'est horrible. Fait que pour répondre à la question, il faut que tu te benchmarks avec ton industrie. Parce que sinon, tu pourras jamais être satisfait. Ça, comment, mettons, moi, je suis client d'InputKit, comment je fais pour me benchmarker avec mon industrie? Ben, nous, dans les industries, exemple, qu'on a beaucoup de clients, comme les cliniques dentaires ou les cliniques de soins privés, on doit en avoir plusieurs centaines. Fait qu'on a créé nos propres moyens à l'interne.
Fait que sur ton dashboard, on va dire, exemple, t'as 80 puis la moyenne, c'est 78. Fait que good job, t'as 2 points en haut de la moyenne. Puis ça vaut quelque chose de savoir ça. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Dans ton marché très précis des cliniques dentaires, c'est très précis. Sinon, même en théorie, tu pourrais probablement faire un play pour aller genre agréger de la data ailleurs ou public. Je sais même pas si... Ben, on a fait beaucoup de recherches sur des moyennes, mais comme chaque étude se différencie. Puis quand tu creuses un peu, c'est que chaque étude a un échantillon de clients qui est pas très grosse. Ouais, puis elle est scopée dans le temps. Elle est scopée dans un secteur précis, dans un temps précis. Fait je comprends. On a essayé de le faire, mais c'était tellement pas reliable qu'on a juste fait fuck off, on va prendre nos chiffres. CSAT, Customer Satisfaction Score, NPS, Net Promoter Score, puis... Customer Effort Score, le CES. C'est quoi ça? Ça, c'est quand même relativement nouveau, mais c'est le niveau d'effort pour ton client pour compléter la transaction, pour régler son problème. OK, cool. Fait que toi, t'as une maison, t'as une fenêtre qui coule, t'appelles une compagnie de porter fenêtre, t'ouvres ce qu'on appelle un appel de service, là, ils appellent ça comme ça. Fait qu'ils vont ouvrir ton dossier, ils vont venir voir le problème, ils vont le réparer, un technicien va venir réparer le problème, ils vont fermer ça, ils vont t'envoyer une facture. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que dès que l'appel de service est complété, dans le questionnaire, il va y avoir la question de CES qui va demander « Salut Frank, à quel point ça a été facile pour toi de résoudre ton problème avec porter fenêtre, machin truc. Fait que tu vas répondre, il y a plusieurs échelles pour ça, mais souvent c'est de 1 à 7 ou 0 à 7. Puis c'est prouvé que plus c'est facile de résoudre ou d'arriver à tes fins, plus que tu vas racheter ou réutiliser les services dans le futur. Cool. Fait que là, moi, mettons que je suis là où la gestionnaire d'une PME qui utilise InputKit, je peux me login, puis j'ai un dashboard, puis je vois mon benchmark, mes différents scores, je vois toutes les réponses de mes clients, des sondages qui sont envoyés automatiquement, I guess. Ouais. T'as pas mal de rapports, puis tu sais, au fil du temps, nous, on a vraiment écouté nos clients sur qu'est-ce qu'ils veulent comme data, mais quelque chose qui revenait souvent, nous, c'était comme je veux segmenter mon data par employé aussi. Parce qu'exemple, la compagnie de porte-fenêtre qui a genre 50 techniciens sur la route, ben, c'est lesquels là-dedans qui sont vraiment bons, puis ceux peut-être qui ont besoin d'un peu de formation ou tu sais. Fait que nous, quand on envoie le questionnaire, nous, on s'intègre avec beaucoup de logiciels. Fait que porte-fenêtre, souvent, ça va être genre Progression Live, Acomba ou genre QuickBooks. Ouais. Fait que dans le logiciel, eux, ils savent que c'est quel technicien qui s'est déplacé puis qui a fait la job. OK. Donc, nous, on ligne tout ça dans le sondage sans que le client soit au courant qu'on ait le nom du technicien. Ah, je comprends. C'est comme des variables. Puis quand on va chercher le data, on a une question aussi comme, mettons, le professionnalisme ou la qualité du travail. Fait que derrière, on compile un genre de rapport individuel par technicien ou par représentant ou par installateur ou par thérapeute. Fait qu'on on leur donne une genre de liste. Puis ça, souvent, ils trippent bien raide avec ça. Là. Une liste de tous leurs employés avec c'est qui ont un impact positif sur l'expérience client, puis c'est qui nous tire vers le bas en termes de genre NPS puis de niveau de satisfaction. Puis ils peuvent cliquer sur chaque employé puis voir vraiment des commentaires concrets. Genre, hey Frank, il a tout sali notre plancher avec ses bottes, il est parti de même, il l'a même pas nettoyé. Ouais. Mais quand ça revient comme 80% du temps, t'es comme Chris Frank, viens t'asseoir là, on va te montrer comment. Enlève tes bottes. Essuie tes bottes, enlève tes bottes, fais quelque chose parce qu'elle est. Mais tu sais, c'est du feedback tellement concret qui t'aide. C'est hot, man. Concrètement à améliorer ton service. Puis c'est des choses que t'aurais jamais su parce que le client, là, son plancher, il est sale, il va pas t'appeler pour dire hey, je t'en crisse, man. C'est pas assez important pour lui pour t'appeler, mais ça reste que ça lui laisse un goût amer dans sa tête de comme ben. C'était un peu ordinaire. Entre deux textos, entre deux notifications, il peut, en 2 temps, 3 mouvements, le dire, mettons. C'est ça qu'on fait. C'est qu'on rend ça facile pour lui. On lui donne la voix du client. Là. Fait quand l'appel de service est complété, mettons, toi, t'es technicien, tu viens de partir, ça fait 1 heure, je reçois un petit texto ou un courriel qui dit hey, comment ça s'est passé avec Frank? On veut juste te poser les 20 secondes, 2-3 questions. Fuck this guy. Fuck this guy. Mais dude, c'est vraiment cool, man. Puis ça me permet de mieux comprendre le produit. J'ai déjà été un utilisateur final du produit, by the way, parce que le chiffre utilise InputKit. Je les ai beurrés de marde. non, un de mes premiers clients, c'est que j'ai cold callé Tom. T'es sérieux? Ouais, un de mes premiers clients, puis fucking nice, le gars, il a onboardé tout de suite. T'es-tu rendu client du chiffre aussi? Je l'ai été, oui. OK. Cool. Alright, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaire certifié, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundé. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean-Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Man, j'ai le goût de parler de compétition un petit peu, mais je sais pas à quel point tu vas aller là, mais genre, on dirait que dans ma tête, tu m'as dit, OK, c'est le statu quo souvent avec qui on compete, mais genre, moi, j'ai les œillères de
quand même gars de produits, là, puis gars de start-up qui baigne dans les produits numériques plus. Puis dans ma tête, je suis comme, man, d'autres, j'en connais, genre, peut-être 100, là, genre, compétiteurs à ce que InputKit fait. Fait que ma question pour toi, c'est, est-ce que ça fait partie de ton play de dire, nous, on va aller dans des verticales qui ne sont pas nécessairement en mode, genre, de recherche de plein de tools comme ça, les convaincre, établir une bonne relation, valeur qui match, puis on vend, ou... Tu sais, ça t'arrive pas souvent de te faire dire, genre, ben, pourquoi que j'utiliserais pas, je sais pas, le SurveyMonkey ou une niaiserie? Ouais. Le plus gros de notre clientèle, c'est plus des gens qui ont rien en place ou des affaires boboches comme, mettons, un système d'appel. Ils vont faire eux-mêmes des appels. Ils ont fait un petit système de sondage maison qui envoie à la main. Ils ont setupé genre SurveyMonkey, mais comme avec ce qu'ils pensaient qui était bon. C'est très rare qu'on va aller, genre, voir un gars qui a une solution, un client potentiel qui a une solution, genre, bien implantée, puis qu'on va le tasser. Juste parce qu'au Québec, qui est le marché qu'on target vraiment pour l'instant, pas beaucoup de monde qui sont bien servis avec une solution, mais les compétiteurs, il y en a quand même pas mal aux États-Unis surtout. Qualtrics, Medallia, c'est genre les deux plus gros. C'est des grosses solutions de gestion d'expérience client, genre 300 ou 4000 employés, mettons. Qualtrics puis Medallia est même à la bourse, genre c'est une méga grosse compagnie. Mais eux, ils targetent plus du enterprise. Fait que le monde du PME, il est pas bien desservi là-dedans. Puis c'est un peu ça notre niche, nous. C'est de dire, on fait une solution qui est ultra facile, ultra user-friendly pour la PME. Puis, tu sais, je dis PME, on se rend des fois à des compagnies comme de 2-3 000 employés, mais comme du 20, 30, 40 000 employés, on n'est pas tant là-dedans. Puis moi, perso, j'aime mieux voir l'impact dans une PME de 30, 40 employés. Que genre, le propriétaire va m'appeler pour me dire, man, t'as pas idée comment tu m'as aidé, là. T'as pas idée comment InputKit, on s'en passerait plus. C'est ça que j'aime entendre, plus que genre une grosse compagnie que ça roule à chaque 6 mois, puis ton interlocuteur, il est même plus là. Fait ça, c'est un petit peu moins ton genre. J'hésite à bouger sur le pricing puis le marketing tout de suite, ou faire un détour par ta personne, toi comme founder. Je pense qu'on va parler du pricing puis du marketing tout de suite. Puis on va finir plus avec le juteux personnel. Le juteux. Trop bizarre. Ouais, fait que comment t'as déterminé, parce que tu l'as dit on l'a dit au début du pod, c'est genre un LTV de 16K, puis un CAC de 1.3K, genre roughly. Fait que comment t'as déterminé ton pricing? Essai-erreur? Comment ça? Man, le pricing, ça a tellement... Même encore aujourd'hui, là, je pense pas qu'on le nail encore, mais... Puis j'ai tellement trouvé ça frustrant, le pricing, puis je pourrais en parler longtemps parce que, genre, moi, je me comparais à Matt d'Agendrix, que genre, lui, c'est un fucking fee par employé par mois, puis ça fait tellement du sens. Genre, c'est relié à la valeur que tu amènes à ton client. Ouais. Mais moi, dans mon domaine, je checkais des Qualtrics, puis tout, on a fait des soumissions, puis c'est n'importe quoi, là. Genre, tu dis tes besoins, puis OK, ça va être genre 250 000. Je suis comme, ça sort d'où ton esti de chiffre? Si tu bases sur genre les users, puis tout. Fait que, pendant longtemps, moi, j'avais un pricing vraiment par location. Genre. Ouais, par succursale, genre. Une succursale, c'est genre 2000$. T'en as 10, c'est genre un petit peu moins que 2000 x 10. T'sais. Mais ça marchait quand même bien. Mais le problème, c'est que des fois, c'est une grosse compagnie qui a une succursale puis qu'on y amène fucking beaucoup de valeur pour pas assez, tu sais. Fait que j'ai essayé plein d'affaires, genre par user, par volume de sondage. Puis il n'y a rien qui marchait vraiment. Je trouvais que des fois, c'était trop cher ou des fois, on laissait beaucoup d'argent sur la table. Okay. Fait que j'ai fait plein d'itérations pendant plusieurs années. T'avais pas peur de tirer le levier, là, du pricing? Non, mais on le testait surtout sur nos nouveaux clients. On grandfather pas mal tout le monde. Puis je le testais sur des nouveaux... Mettons, je faisais une démo, puis là, j'étais comme, OK, je vais essayer ce pricing-là, voir comment ça peut fitter. OK. Mais aujourd'hui, on a sorti un nouveau pricing qui fait quand même du sens à date. C'est une combinaison de 3 variables, genre combien de locations, combien de users, puis combien de volume de sondage annuel à peu près. Fait que tu capes par plan, par volume. Ouais. Puis tu as des feature based aussi. Mettons, le premier plan, c'est le plan startup à 2000 $. T'as pas l'option bilingue. Fait que c'est soit juste français, juste anglais. T'as le droit juste à 3 users. Fait que si tu veux plus de users, il faut que tu ailles sur l'autre plan. Fait que ton lowest plan est à 2000? Ouais, 2000. Puis nous, c'est juste par année. Tu payes pour l'année au complet. T'es sûr? Ouais. Chris, ça a le mérite d'être clair. Ouais. Il n'y a pas de négociation, c'est juste des cartes de crédit, sauf pour les gros clients. Mais si tu me gosses avec un virement bancaire à 2000$, t'es pas le client pour moi. Là. Je comprends. Mais ça veut dire pas que tu t'aliènes, mais volontairement, les plus petits clients qui sont plus risk-averse ou genre qui voudraient payer 30$ par mois, bah, tu les laisses aller et t'es correct avec ça. Ouais, c'est bien correct avec ça. OK. Fait que ça fait qu'on target plus nécessairement de la startup à genre 1 ou 2 employés. Mais anyway, quand t'es 1 ou 2,
puis que t'es propriétaire, puis c'est toi qui es sur place à tout monter les cuisines de tes clients, tu le sais quand ça va pas bien. Ouais. Nous, la valeur, c'est quand tu grossis, puis que t'es plus nécessairement partout, puis que c'est là que t'as une petite anxiété de comme, donc ils font-ils la bonne job, mes employés? Quand il y a une distance qui se crée entre le terrain puis la gestion. Ouais. Mais Phil, Chris, ça me surprend quand même comme price point, on dirait. C'est probablement parce que je connais pas ça, mais ça vient-tu avec genre des account managers? Ça vient-tu avec genre... Non, vous avez évidemment un excellent support, success, mais... qui m'ont répondu d'ailleurs. Parce que j'ai écrit sur le site, je me suis fait passer. Si vous écoutez ça, le support d'InputKit, Wally Zagreb, c'était moi. J'ai juste voulu savoir. Je faisais de la recherche. Ah non, c'était genre, j'ai fait ça tard le soir, le lendemain matin, c'était dans mon inbox. Parce qu'on essaie d'avoir un. Quand t'es client, du moins, puis t'as un petit chat intercom, puis d'habitude, on essaie de répondre en genre 30 secondes, maximum 2 minutes. Oh, mais moi, j'étais cold. Mais toi, t'étais pas client, puis t'étais soir en plus. wasabimonster@gmail.com. C'est mon un de mes throwaway emails. OK. Je me souviens plus de ta question. Non, mais c'est parce que je challengeais le 2K, dans le fond. Comment t'es arrivé là, tu sais? Mais avant, on commençait beaucoup plus bas. Genre, Jean Gab, le chiffre, je pense au début, c'était 50$ par mois, là. Okay. Quand j'ai commencé, des fois, moi, j'allais faire mes démos sur place. Fait que des fois, je passais une journée à aller à Laval. Ça me prenait 3 heures aller-retour de char. Puis c'était genre 50$ par mois. Je suis passé par là. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, je suis comme, c'est qui que je veux vraiment aider? Puis c'est quoi la valeur que je leur crée? Puis je leur charge ça assez cher. Puis à un moment donné, je suis passé peut-être de 50$ à comme, OK, on va facturer juste du annuel 1000$, 1200, 1500. Puis à un moment donné, 1800, 2000. Ouais, t'as testé la résistance. Mais notre client type, nous, c'est genre, c'est du 10, mettons, 15 employés, 20 employés, 30 employés. Ça, c'est notre client qu'on vend le plus. Puis ça, c'est 3000 par année. Ça commence à 3000. Parce qu'ils ont des besoins d'un certain nombre de users, puis de bilingues, puis d'avoir des intégrations. 2000, c'est pas par mois, dude. Excuse, c'est par année. Dude, depuis... Là, tu viens de le corriger, mais là, depuis tantôt, je suis là. Tabarnak, comment qu'il pull off 2 cas par mois, man, pour la start-up, le plan start-up? C'est bon. Par année. C'est bon. Frank. C'est bon. C'est toi qui avais dit par mois. Ça se peut que je me sois trompé. Rewind the tape! Alright, dude, on arrête de buzzer là-dessus de bord. Je comprends tout, c'est haut. Je trouvais ça bizarre que tu trouves ça bizarre que ça soit cher 2000. Je suis comme, c'est pas beaucoup. C'est quasiment pas beaucoup. C'est good. Tout s'explique. Comment tu vas les chercher, ces clients-là? Tournons-nous vers l'acquisition. Si tu fais du marketing, de la vente, les deux, qu'est-ce que tu fais? Ouais, principalement de la vente. OK. J'ai essayé à un moment donné, j'ai engagé... J'avais engagé une fille qui a bâti une équipe marketing vraiment inbound, création de contenu pendant 2 ans. OK. Puis ça marchait, on avait un petit peu de leads, mais je checkais, mettons, mon ROI, mon CAC, outbound, quand j'avais un vendeur qui le faisait versus le marketing. C'était genre 3 fois plus cher inbound marketing. Fait que j'étais comme, moi, j'étais un gars bootstrap qui aime ça, pas perdre de l'argent. Fait que je vais juste focusser où est-ce que ça marche mieux. Fait que j'ai comme coupé cette équipe-là. On a fait un test qui a été quand même intéressant, mais au final, notre acquisition, c'est principalement des reps, des vendeurs qui font du cold call, du outreach, LinkedIn, tout ça. Puis 33%, c'est genre ça, les vendeurs. 33%, c'est environ du bouche à oreille. Ouais. Ou des gens, mettons, comme toi, qui ont reçu un sondage InputKit puis que tu es propriétaire d'un business, c'est comme, hey, j'aimerais ça avoir ça pour moi. On va appeler InputKit. Puis l'autre 33%, c'est les partenaires. Partenaires, genre les intégrations que vous avez ou qu'est-ce que tu veux dire? Non, partenaires, on a 2 types de partenaires, mais genre des agences comme web qui ont des relations avec des clients, puis comme ils ont un service de SEO. Puis dans le SEO, une partie du SEO qui est important, c'est les reviews Google, par exemple. Fait que, hey, on connaît InputKit, ils peuvent vous aider à faire ça. T'sais. Ils nous réfèrent, on donne une cote récurrente. T'as dit 2 types de partners, c'est quoi l'autre? L'autre, c'est partenaires certifiés. Puis ça, c'est super important pour nous. C'est des experts en expérience client. Que pour offrir leur service, ils ont besoin d'un... C'est comme, tu bâtis une maison, tu as besoin d'un marteau, on est ton marteau. Dans le fond, eux, ils offrent un service vraiment d'expérience client. Fait qu'on on va mapper ton parcours client, on va donner une voix à tes clients. Puis pour que je fasse mon service, j'ai besoin d'un outil d'écoute client. Puis ça, c'est InputKit, il y a d'autres options. C'est des consultants, mettons. C'est des consultants qu'eux, ils ont leur propre clientèle. Souvent, ça va être des plus gros clients. Fait qu'eux, ils facturent leurs clients, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on facture le partenaire. C'est comme un revendeur. Ouais, c'est comme tes partners. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment, c'est pas tout le monde qui peut être certifié. Là. C'est des experts dans leur domaine. Souvent, c'est des experts d'expérience client. Très, très cool. Fait que, mais je vais revenir sur un point parce que plus tôt, tu avais dit, tu sais, pendant un bout, on a fait une batch de contenu, puis je pense un peu optimisé pour le SEO, puis ça drive encore des leads de temps en temps. Toi, c'était vraiment une question plus d'efficience de capital. Tu t'es comme dit, man, pour une scène là versus là, je retire plus, puis... Ouais, mais tu sais,
si, mettons, j'étais VC-back, c'est sûr que si j'avais de l'argent à volonté puis que je voulais juste grossir le plus vite possible, j'aurais sûrement gardé l'équipe puis on aurait essayé d'autres choses que juste du contenu, là, genre peut-être du SEM, du Google Ads, du Facebook Ads. On l'a pas vraiment essayé, pour être honnête. Elle, c'était plus, mettons, création d'articles de blog. Puis that's it. En fait, c'était pas mal juste ça. Puis tu sais, moi, je connais rien du marketing puis ça m'intéresse vraiment pas. Là. Moi, j'aime mieux le contact humain, faire de la vente. Voir mon client, mettons, devant moi. L'ADN d'une compagnie. L'ADN d'une compagnie est souvent représenté par celle du founder. Là, je veux dire, ça s'influence, c'est correct. OK. On va faire un 180, puis on va aller dans la jungle mythique où les dragons vivent. T'es allé au dragon. Tu t'es as seen on les dragons. Philippe Genois d'Input Kit. C'était comment ça? Pourquoi t'as fait ça? Parle-moi de ça. Moi, je voulais pas y aller. J'étais allé faire un tour de moto avec un de mes chums, Vince, Charlotte à Vince. Puis on était autour d'une bière, puis là, j'ai dit, hey, les inscriptions. Oh non, c'est lui qui m'a dit ça. Hey, les inscriptions, les dragons sont ouverts. Ça, c'était genre l'été passé. Puis là, je dis, comme que je dis à chaque année, je suis comme, ça me tente pas. Là. Je sais que si je m'inscris, c'est sûr qu'ils vont me prendre parce que je sais pas, que je suis confiant, puis je sais que j'ai un produit. T'as des bonnes métriques, en tout cas. Puis là, je suis comme, ça me tente pas de faire un deal en plus. J'ai pas besoin d'investisseurs. Moi, je veux bootstrap, puis je veux pas, tu sais. Mais là, il est comme, dude, t'as pas besoin de donner, genre, vas-y juste pour la pub. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, je sais même pas si j'ai le droit de faire ça, mais t'as une autre que t'as le droit de faire ça. Fait que le soir même, je reviens de mon tour de moto un peu chaud, je m'en vais sur le site. Genre un formulaire vraiment BS sur Facebook. Là. Je suis rentré mon nom, ma startup. Puis genre, le lendemain, je reçois un formulaire Word à remplir avec plus de questions. OK. Genre, c'est quoi ton jeu d'affaires? C'est quoi ta croissance? C'est quoi ta business? C'est un petit paragraphe. Puis là, je le remplis, tu sais. Puis là, j'avance au fil des mois, des étapes. C'est quand même long, les étapes. Là. OK, ah ouais. À un moment donné, je me fais appeler par une des personnes qui fait de la recherche pour l'émission. Karine, je pense. Puis là, elle m'appelle. Puis on a une discussion genre de peut-être 45 minutes avant de savoir plus sur moi. Je suis un attardé qui est pas capable de s'exprimer. Fait qu'on va pas le prendre, évidemment. Fait que là, I guess qu'elle m'a aimé parce qu'après ça, j'ai reçu une invitation à faire une pratique devant la prod. Fait qu'eux, ils se prennent pour les dragons. Ils te posent des questions. Puis il faut que tu te prépares avant. Là. Il faut que tu sois à sa coche. Là. Fait que c'était sur Zoom parce qu'on venait de passer la COVID, mais avant, c'était sur place. Maintenant, c'était sur Zoom. Fallait que je sois debout. Genre. Fait que là, mon ordi était setupé. J'étais debout. Avec un beau background. Genre. J'avais mes questions-réponses là si je blinkais. Genre. Puis là, il rentrait dans la salle. Puis c'était comme, fais ton pitch de 3 minutes. Puis ça se peut qu'on te coupe. On va faire vraiment comme les dragons. T'sais. OK. Fait que là, j'avais préparé mon pitch, je m'étais setupé un trépied avec mon sel, puis je m'enregistrais pendant des jours et des jours pour genre pratiquer mon pitch. OK. Puis, c'est tout qu'un processus, moi. Ouais. Mais tu sais, c'était pas mon premier pitch, là. J'en avais fait avant pour gagner une coupe de subvention, mais. OK. Fait que je l'ai fait, ça a super bien été, question-réponse. J'ai comme nail pas mal toutes les réponses. Puis moi, j'avais un feeling de comme c'est ceux qui vont me prendre. Puis ça me fait chier parce que ça ne tente pas d'y aller. Mais finalement, juste avant Noël, décembre 2023, je reçois le courriel. Non, c'est un appel. Hey, t'as-tu le temps pour une bonne nouvelle? Je suis comme fuck, ouais. Félicitations, t'es choisi pour passer sur le plateau au mois de février. Je suis comme tabarnak, je vais stresser tout pendant le temps des fêtes. Fait que. C'est quoi le viewership de ça, genre? Je sais pas. Une grosse audience, I guess. Je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes. Parce qu'il n'y a pas juste la journée qui passe, mais il y a du rattrapage aussi à Radio-Can. Puis tu es sur la plateforme web à Star qui est quand même pas mal occupée. Fait que bref, j'ai adoré mon expérience pour vrai. Mais mettons que les 2 jours avant, j'ai mal dormi, crissement beaucoup. Puis genre le matin, parce que moi j'étais dans la cohorte du matin, genre cohorte matin, cohorte après-midi. OK. Moi j'ai dit à la fille, tu me passes le premier le matin parce que sinon je vais. T'as trop le temps de réfléchir et d'être dans ta tête. Fait que je suis comme, moi, je vais être le premier le matin. Fait que je me lève à genre 5 heures, j'ai le goût de vomir. Je suis comme, pourquoi je vais là? Genre, fuck off, là. Ça revient au plus jeune gars qui aimait pas faire des présentations orales, peut-être. Je détestais faire des présentations orales. Mais tu sais, j'ai suivi une formation avec Jannick à Sherbrooke. Charlotte, ça s'appelle l'art de prendre la parole en public. Puis moi, c'est ça qui m'a genre vraiment dégêné pour prendre la parole en public. Puis c'est suite à ça que j'ai gagné plein de concours de pitch, puis genre de subventions, des prêts, pas des prêts, mais des subventions, puis des prêts non remboursables. Fait que c'était pas mon premier pitch, c'est juste que là, c'était la première fois que c'était record devant genre plein de caméras, devant le Québec au complet. Puis dans le contrat que tu signes, c'est genre, t'acceptes que le footage, on fait ce qu'on veut avec, genre. Même si tu te plantes ou t'as l'air d'un attardé. Puis I guess que moi, c'était ça qui me faisait peur un peu. Mais t'as une autre que genre, j'étais super à l'aise devant les caméras. C'était juste comme le avant. Vraiment, l'anticipation, le fait que c'est nouveau pour moi, les caméras et tout, mais j'ai eu vraiment du fun. La première chose que j'ai faite, je suis arrivé là, j'ai souri, j'étais comme
sais, moi, c'est Philippe, puis un jour, je vais être dans vos chaises. Ils ont parti à arrêt, ça, ils l'ont coupé au montage, là, mais je suis parti à arrêt, j'ai commencé mon pitch, genre, je m'ai arrêté parce que j'ai oublié de demander combien je voulais en mon ask, genre. Ouais, OK. Là, j'ai recommencé. Ça. C'était quoi ton ask? 400 000 pour 10 OK. T'as-tu eu une offre? Ouais, 400 000, 15 de Christiane Germain. OK, OK. Puis à la télé, je l'ai accepté. Derrière, on s'est parlé une couple de fois. Le fit, elle est super nice. Là. C'est une légende au Québec, cette fille-là, là, cette madame-là. Puis elle est super généreuse de son temps. Des fois, elle me dit, si mettons, tu veux donner des questions, on prend du temps sur Zoom. Fait qu'on s'est même rencontré en personne. Mais c'est juste derrière, j'y ai dit, c'est comme si j'ai comme une marge de crédit de 500 000 qui sert à rien. Fait que comme si j'aime mieux peut-être aller prendre du non dilutif que de ton offre, mais comme j'apprécie vraiment. Puis on garde contact si un jour je veux faire un gros raise. Ben... Ça, c'est un secret de Polichinelle, là, le fait que les offres pendant le show télé sont pas nécessairement closées. Ouais, ça, c'est un peu plate comme réalité, mais c'est 12% des deals se font vraiment. Fait que 88% des deals se font pas. Mais tu sais. Puis ça a-tu eu l'effet escompté de t'amener des eyeballs puis des nouveaux clients? Comment tu mesures ça? Ouais, vraiment. Puis surtout la crédibilité que ça t'amène. Là. Ah ouais? C'est juste, on l'a crissé sur notre site web, genre un gros banner avec moi qui est genre la photo typique. Là, je suis devant les 5 dragons puis qui est en train de pitcher. Puis tel que vu à l'émission, cliquez ici pour voir. Fait que juste ça donne la crédibilité. On a eu plein de beaux leads. OK. Des belles entreprises québécoises, des beaux noms. C'est cool, ça. Puis, étonnamment, on a eu pas mal d'employés qui ont envoyé leur CV aussi. Très cool. Ouais. Ça, je m'attendais pas à ça. Mais c'est drôle parce que la journée qu'ils l'ont passé à la télé, c'était au mois de mai. J'ai fait une petite soirée avec des amis proches avec ma blonde chez nous. Puis j'avais ouvert genre un laptop avec le Google Analytics. Je suis comme... Puis le pire, c'est que faut que je te raconte ça. Genre, la journée du tournage, la fille qui passait après moi, c'était Sarah de Signer Sarah, elle fait genre des bas indéchirables. Puis elle a passé à la télé une semaine avant moi. Fait qu'elle me FaceTime le soir, puis elle est comme, check ça, c'est sur son Shopify, man, ding, 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 les ventes rentraient, mon gars. J'étais genre, waouh, ça va être ça moi aussi, ça va être cool. Fait que j'avais ouvert mon Google Analytics, je suis comme, je veux voir, je vais me rendre à combien. Tu sais, j'ai appelé mon hosting, mais j'ai reach out mon hosting, je suis comme, faut que tu te bouffes ça, mon gars, il va y avoir 100 000 personnes sur le site. On s'est rendu, je pense, à 18. Oh mon Dieu. Le mes chums était là, je suis comme, ça doit bugger, là. Mais c'est juste, c'est B2B, c'est pas genre. Mais tu sais, mon rêve de petit gars de genre, enfin, ça va exploser, là, 18. Je suis comme, carrément. Dis-toi que tout le monde avait des adblockers. Mais, OK, fait que, somme toute, un net positif, cette expérience-là, quand même. Ouais. J'ai adoré ça. Je le referais, je le recommande à n'importe qui veut avoir la visibilité ou qui veut juste se lancer ce défi-là personnel. Je pense que c'était la partie défi personnel, I guess, réseau avec les dragons, si tu développes une relation avec eux ou whatever, mais si tu as un intérêt commercial au Québec, soit de consommateurs finaux ou de business au Québec, ça, si tu vends au Québec. Mais même en B2B, ça n'a pas comme piqué comme je pensais, mais après ça, le lendemain, on a eu genre 2 demandes. Le lendemain, 2 demandes. Deux demandes de démo. Puis ça a continué même jusqu'à encore aujourd'hui. Fait que c'est pas un gros pic cool comme, mettons, en B2C que je voulais avoir comme triple de petits gars, mais ça reste que, actually, les résultats sont là, tu sais. Là, ça fait 5 ans, InputKit? Un petit peu plus que ça, mais la Inc, c'était fin août 2019. Fait que l'incorporation, ça fait 5 ans, ouais. J'ai le goût que tu me dresses le contraste, que tu me décrives le contraste entre les premiers mois, tu sais, il y a 5 ans, puis les derniers mois maintenant, genre, pour voir comment ton rôle de founder a évolué. Ouais, mais c'est sûr qu'au début, tu sais, quand j'ai commencé InputKit, j'étais en mode faut que je fasse ce que la business a besoin que je fasse. Ouais. Fait que je faisais tout. Je faisais un peu de dev, je faisais un peu de comptabilité, je faisais surtout de la vente, tenue de livre, marketing, tout. Puis j'étais pas en mode genre qu'est-ce que j'aime faire, j'étais plus en mode genre ta gueule, fais-le parce que la business en a besoin. Fait qu'au début, j'étais vraiment ultra polyvalent, puis je suis devenu bon comme dans beaucoup de choses, mais comme un couteau suisse, comme bon à tout, mais excellent à rien. Fait que ça l'a tellement évolué parce qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai une belle équipe aussi autour de moi qui fait pas mal tous les volets, genre vente, customer success, dev, toute la patente, tenue de livre, admin, RH, tout ça. Fait que mon rôle, c'est évolué parce que je me suis posé la question à un moment donné de comme qu'est-ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce que j'aime faire, tu sais. Puis ça a été une grosse question pendant longtemps de me découvrir moi je suis qui, tu sais, parce que quand tu fais ce qu'il faut que tu fasses, à un moment donné, tu prends jamais le temps de te demander qu'est-ce que j'aime vraiment faire actually. Fait que ça a été comme récemment une grosse découverte de comme c'est quoi que j'aime faire vraiment, c'est quoi qui me donne l'énergie dans une journée, puis c'est quoi que je finis la journée, je suis comme drainé, puis j'ai plus d'énergie. Fait que c'est quoi? En ce moment, c'est principalement genre parler avec
des clients d'InputKit qui me racontent à quel point je les ai aidés. Ça me fait triper. C'est ça la vraie paye à la fin de la journée. Puis on crée des case studies grâce à ça. Puis c'est bon aussi pour les vendeurs, comme d'avoir des vrais case studies. La vente, j'aime encore ça. Le contact humain, mais surtout, quand c'est une compagnie que je connais, un beau nom québécois, ou j'ai une motivation. Exemple, l'autre fois, je m'en vais dans une clinique privée, puis là, je suis comme, man, c'est là, c'est une merde. Il y a quelque chose qui m'a fâché, puis ils n'ont pas de truc de sérieux. Fait que je suis comme, tu peux être sûr que je vais les contacter, puis je vais les avoir comme clients. Là. Nice. Fait que ça, j'aime ça, faire la vente. Quand c'est des références, des amis, de comme ça, j'adore ça. Dans le sens que je suis pas en mode vendeur, je suis en mode, hey, je sais que je peux t'aider. Fait que fais-moi confiance, puis après un an, man, ça m'a vraiment aidé. Ça, j'aime ça. Aller sur des pods, nous faire connaître un peu comment ça va. Je tripe ça. Puis, c'est pas mal ça. Tu sais, je fais plus vraiment de dev. Avant, c'était ça, je pensais que j'aimais, mais finalement, pas tant. Là. Je finissais une journée, puis j'avais la tête vraiment overwhelmed. J'ai trop d'informations. Puis même quand je dormais, des fois, je pensais à mon code, puis résolution de problème. Puis c'était pas un feeling que j'aimais tant que ça. Puis là, je le fais plus tant que ça. Je code plus tant. Là. Aujourd'hui, ton entourage d'entrepreneurs, ça ressemble à quoi en termes de mentor, coach, ami, peu importe? Ouais. J'en ai beaucoup dans le SaaS, évidemment, surtout grâce à toi que ça se passe. Je me suis fait une couple de chums là-dedans, puis c'est fucking nice. Tant mieux. Mais j'ai beaucoup d'amis dans la restauration, dans l'immobilier, dans le manufacture. D'autres entrepreneurs. Ouais. Puis je trouve que c'est tellement important de m'entourer, mettons, de ces gens-là. Tu sais, j'ai encore mes chums d'enfance qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, puis qu'on peut être ultra cave quand on est ensemble. Ça, c'est parfait. Mais c'est le fun aussi pour garder un bon mindset d'avoir des amis entrepreneurs. OK. Fait que, tu sais, souvent, on va prendre des bières ensemble, on fait un petit groupe de mastermind, là, qu'on se rencontre, puis on parle, mettons, des livres qu'on lit, des affaires de même, puis des trucs qu'on a appris qui nous ont vraiment aidés, puis ça peut aider les autres. Ouais. Fait que, mais je pense que c'est super important. Là, puis j'ai quand même un pas pire réseau d'amis entrepreneurs aussi. Là. Y a-t-il des gens que tu considères des mentors ou des coachs? Ben, comme Matt d'Agendré, c'est clairement un mentor depuis un petit bout. J'y ai juste. Tu sais, puis je me fais souvent demander comment je trouve ces mentors-là. Mais comme exemple très concret, Matt, je suis tombé sur son site web parce qu'un de nos clients l'utilisait, Agendrix. Puis il fallait que je check si on pouvait pas s'intégrer. Puis là, je reach out au support, mais comme en même temps, je suis comme, sinon, il est nice ce site-là. Je m'en vais en bas, je check sur LinkedIn, Skill Founder, Matt d'Agendrix, je le connais trop pas, je l'invite sur LinkedIn. Il m'accepte, puis 2 jours après, j'ai écrit, je suis comme, hey, Matt, je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi Agendrix, mais comme j'ai jamais été autant mind-blown par un site web québécois, un SaaS québécois. Puis dans le temps, c'était avant ça se passe. Fait que pour moi, j'étais le seul SaaS au Québec dans ma tête. Là. I've been there. C'est ça. Fait que là, je vois ça, je suis comme, man, faut que je le rencontre, ce gars-là. Il me répond, il me dit, ah, sure, tu viendras à Sherbrooke. Le lendemain, j'étais dans mon char à Sherbrooke, j'étais allé l'inviter à dîner. Très cool. Puis t'as un diable que il a vu à quel point que j'étais passionné puis que j'étais, I guess, un peu sharp parce qu'il a comme accepté après ça de continuer de me coacher. Nice. Puis c'est de même, tu sais, que tu te fais des mentors, là. C'est des affaires de même, là. C'est pas compliqué, là. Ouais. Très cool, dude. Ouais. Tu m'en as jamais conté cette histoire-là, man. Je suis content. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi, Phil? Je suis fucking beaucoup trop exigeant puis je regarde toujours trop loin en avant. Je suis jamais... Mettons, quand on a des bons mois, mettons comme ce mois-ci, je vais être content une journée. Puis le lendemain, je suis comme, pourquoi on n'est pas encore là-bas? Puis ça, c'est fatigant en esti, mais comme c'est plus fort que moi, là. Je veux tout le temps aller plus loin, je veux tout le temps... Puis comme, en étant un dev avec une grosse attention aux détails, je suis un gars plus front-end, mettons. OK, ouais. Fait que ma team, à chaque fois qu'ils sortent de quoi, je suis comme... Tu sais, I guess qu'à un moment donné, il va falloir avoir un designer là, qui a l'œil pour le petit détail de même comme moi, mais je suis tout le temps genre, pourquoi t'as pas pensé à ça? C'est là ce que t'as fait. Fais pas ça de même. Puis je passe pas par 4 chemins, mettons. Là. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce que t'as pas pensé à ça? Ouais. Voyons donc. Mais t'es drivé. Ouais. OK. Fair. OK, I guess que c'est pas tout le temps facile de travailler avec moi. On peut-tu parler des 2 business dans le fond? Ouais. Ouais, OK, bon, parfait. Fait que t'as récemment acheté ou investi dans, t'as pris de l'actionnariat dans une compagnie qui s'appelle Second Life. Marché Second Life. Ouais. Marché Second Life. Pas le jeu Second Life. Non. Je peux t'expliquer un peu comme l'histoire autour de ça. Ouais, genre, rapidement, je serais curieux. Tu sais, InputKit, l'année passée, j'étais un peu en mode genre... avant que je redécouvre ce que j'aimais vraiment faire, j'étais un peu tanné de ça. J'étais comme... J'ai une équipe qui... Tu sais, un petit peu encore en arrière. Moi, mon dream avec InputKit, c'était de me rendre à un point que je déléguais puis que je servais plus à rien, tu sais. Ouais. Puis j'ai arrivé à ce point-là, j'avais une belle équipe qui roulait tout, mais j'étais comme... J'ai jamais été autant malheureux de ma vie.
Fait que j'étais comme, OK, ouais, c'est peut-être pas ça le goal finalement, parce que j'aime ça travailler. Fait que là, dans ma tête, j'étais comme, ben, ça doit être parce que je suis tanné du projet, fait que je veux un autre défi, tu sais. Puis là, un de mes chums, Mike, il m'approche avec cette opportunité-là. Il m'invite à un de ses restos au Yuzu. Il est comme, hey, là, parce que lui, il a fait beaucoup d'acquisitions, fait qu'il est quand même connu dans le domaine, mettons, du reprenariat du CTEC au Québec, là, le transfert d'entreprise du Québec. Puis là, il est comme, hey, j'ai une opportunité, le marché Second Life, c'est une belle mission sociale de réduire le gaspillage alimentaire, ça te tente dessus. Là, je suis comme, OK, pourquoi pas. Fait que là, il en a parlé aussi à un autre de mes chums qui est plus opérateur-ingénieur, qui rêve d'être entrepreneur, mais qui n'a pas encore trouvé, mettons, son projet pour quitter sa job. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, ben si lui, il rentre dans le projet, ça pourrait faire du sens à 3. Parce que lui, mettons, Mike a une belle expérience en restauration, Tony en opération / mettons, optimisation des opérations entrepôt, puis moi, plus en tech. Puis là, j'étais comme, OK, on va rencontrer, mettons, le vendeur. Puis ça a duré comme 6 mois, le processus de checker les documents, checker les chiffres, s'assurer que ça fait du sens, drafter la letter of intent, toutes ces affaires-là. Puis en 1er décembre 2023, on a eu genre les clés. On s'est assis avec, on a fait la transaction, on nous a donné le compte à toutes ces affaires, genre Stripe, Google, tout. Fait que c'est là qu'on a acheté, puis lui, il est vraiment exit à 100%. OK. Ouais. C'était un propriétaire unique. Ouais, il est parti, je pense, en 2014. Ça fait longtemps qu'il faisait ça. Il était vraiment tanné, il était plus là. C'est quoi, dans le fond, le marché Second Life? C'est une épicerie en ligne OK. qui se spécialise, dans le fond, dans les paniers de fruits et légumes, des produits qu'on appelle les indésirables, dans le fond, des produits... Parce que 30% des produits se rendent jamais en épicerie parce qu'ils ont une tache, ou l'étiquetage n'est pas bon, le poids du fromage n'est pas bon. Fait qu'ils crissent ça au vidange. Fait que le but de Second Life, du marché Second Life, c'est d'acheter ces produits-là à rabais parce que au lieu d'acheter, je vais te payer, fait que donne-les-moi, tu sais. Fait qu'on les achète à rabais, puis on les revend à rabais à des clients qui sont comme au courant que ça sera pas parfait comme produit, mais la fraîcheur va être aussi bon. Tu sais, la qualité à l'intérieur, ça va être super bon. C'est juste qu'au lieu de l'acheter, tu vas aider la planète, puis tu vas payer un petit peu moins cher sur ces produits-là. OK. Fait que c'est 100% en ligne? C'est juste en ligne. On n'a pas d'épicerie physique, là. Fait que toi, mettons, Frank, tu t'abonnes, tu choisis ta fréquence, fait que c'est soit chaque semaine, chaque 2 semaines, tu reçois un panier que nous, on t'a populé de fruits et légumes. Si tu veux racheter des affaires, mettons des fromages brie, on a souvent des brie que l'étiquetage n'est pas bon, il est trop petit, le poids est trop léger. Fait qu'on a des produits de même, puis on te livre ça chez vous ou en point de chute, mettons surtout à Montréal, mais on va aussi à Québec, puis bientôt à Sherbrooke. OK. Puis, fait que c'est ça, tu reçois ça chez vous. Ça remplace pas ton épicerie, dans le fond. C'est juste un add-on de fruits et légumes cool que tu fais, parce que les produits sont cool, puis 2, tu le fais pour la planète aussi. Puis c'est une belle mission. C'est une belle mission, puis c'est un peu pour ça qu'on a embarqué les gars. Mais tu sais, financièrement, la business, ça perdait genre 300-400 000 par année quand on l'a acheté. Okay. C'était vraiment pas toute rose. Puis aujourd'hui, c'est-tu plus rose? Ben, en comme 5 mois, on a réussi à break-even ça. Sick. Là, depuis l'été, c'est quand même rough parce que tu sais, les vacances et tout, mais on travaille fort là-dessus. Je te dirais qu'il y a des défis qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, mais comme c'est un beau défi. Là. Comment tu trouves ça, être propriétaire de 2 compagnies en même temps? Ouais, c'est tough pour elle. Mais c'est parce qu'au début, tu sais, rappelle-toi de ce que j'ai dit, j'ai acheté ça parce que j'étais un peu tanné d'Input Kit. Fait que je tombe en amour avec ça au début. J'étais comme... Moi, j'avais dit j'allais m'impliquer un peu, quelques heures semaine, mais finalement, j'étais quasiment à temps plein là-dedans. Tu sais. Okay. J'ai vraiment aimé ça. Mais assez rapidement, je me rends compte de comme... Tu sais, une business, c'est une business. Les problèmes que j'ai à gauche sont pas mal... Le gazon, il est pas nécessairement plus beau chez les voisins, tu sais. Puis, fait que là, après ça, tu sais, c'est là que j'ai eu mes réflexions de Input Kit, c'est quoi que j'aime vraiment faire, puis tout. Puis, je me suis posé pas mal de questions, j'ai expérimenté, puis je suis retourné à un point que je tripais vraiment avec Input Kit. Fait que là, en ce moment, je trouve ça dur parce que mon focus, je veux le mettre sur Input Kit. Mais j'ai 2 business. Fait que là, en ce moment, ça l'amène certains défis. Puis, on est en train de recruter quelqu'un pour take over un peu les opérations. Okay. Pour que moi puis Tony, on puisse sortir un petit peu plus. Mais ouais, ça l'amène, c'est certain, ces défis. Puis le context switching, moi, je suis un gars que faut que je sois all-in sur quelque chose, sinon j'ai de la misère. OK. Ouais. Lesson learned. Ouais, vraiment. Fait que... Parlant de lesson, y a-t-il une erreur top of mind que tu as faite dans ton parcours que tu as le goût de partager avec l'audience? Plusieurs, mais comme une que je me trouve tellement stupide, c'est que c'est pas nécessairement... Je pense que c'est surtout de l'ego ou de l'orgueil, mais comme depuis que j'ai commencé mon parcours, je suis tout le temps en mode genre je veux apprendre par moi-même.
dans ma tête, je suis comme, je peux le faire mieux peut-être que tout le monde. Fait que peut-être pour ça aussi que je suis comme, je vais pas demander aux autres comment ils l'ont fait. Mais je suis pas le premier à passer devant mes défis que je vois en ce moment. Fait que le plus gros truc, plus grosse erreur, mettons, plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir reach out à du monde qui sont déjà passés par là. Comme là, récemment, surtout grâce à SaaSpass, je reach out à des SaaS bootstrap qui sont rendus comme 3-5 ans devant moi. Nice. Puis, man, c'est fou comme en 30 minutes, je suis comme, voici mes problèmes en ce moment, voici mes défis. Et comme, je suis passé par là, man, j'ai essayé ça marche pas, fais-le pas. Ça marche. Là, je suis comme, tabarnak. Genre, ces gars-là ont déjà investi de l'argent, du temps et de l'énergie à essayer ça, à faire des essais-erreurs. À quel point je suis trop égoïste pour comme juste me dire, genre, pourquoi j'apprends pas d'eux au lieu de l'essayer moi-même, tu sais. Ouais. C'est un exemple concret. Tu matures, je pense, à travers tout ça aussi. Là. Ouais. Fait un exemple concret, c'est genre Alex de Kimobi, un de mes chums, Tarek de Sigo, puis un autre SaaS founder. Genre vraiment similaire à nous, là, genre sales-led, bootstrap, rendu comme à 5-10 millions hier. Puis j'y parlais que là, on veut bâtir une équipe de vente plus grosse, puis on venait d'engager un senior. Genre. Ils sont comme, peut-être ça va marcher pour toi, mais moi, je l'ai essayé à 3 reprises, ça n'a jamais marché. Ils m'ont tous dit la même affaire. Je suis comme, j'aurais tellement. Pourquoi je les écoute pas? Genre, tu fais une opinion sur la moyenne, mettons, de 3 personnes, t'es pas mal sûr que tu te tromperas pas. Fait que là, finalement, on a juste appliqué leurs conseils. Puis tu sais, il faut que tu fasses des discounts sur est-ce que leur personnalité est vraiment similaire à la mienne? Est-ce que leur industrie est vraiment similaire à la mienne? Puis une fois que tu as fait ces discounts-là sur les conseils, comme tu dis, si tu as plus qu'une personne qui te donne des trucs similaires, ben là, tu es capable de prendre une meilleure décision, avoir plus de confiance dans tes décisions. Puis moi, ce que j'aime faire aussi, parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, tu reçois des conseils tellement qui se contradisent. Contradictoires à gauche, à droite. Fait que moi, au début, j'essayais d'écouter tout le monde. Je suis comme, OK, mais là, il vient de dire l'inverse de l'autre. Fait que moi, ce que j'essaie de faire aussi aujourd'hui, c'est comme la personne qui me donne le conseil, elle est où en ce moment? Je veux-tu être là plus tard? Si la réponse est non, merci pour le conseil, mais comme non, merci. Puis si la réponse est oui, je suis comme dis-moi tout, là, je vais t'écouter. Puis... J'adore ça, dude, man. C'est une bonne. C'est un bon takeaway. Où c'est que tu trouves que tu as le plus de fun versus le plus de défis en ce moment dans InputKit? Ouais, mais c'est sûr que moi, je suis un gars qui aime beaucoup le 0 à 1. Là. Genre, partir d'une idée, bâtir de quoi, puis comme déléguer, puis l'opérer. Après ça, j'ai un peu moins de fun. Fait que ça, je trouve ça un petit peu plus tough parce qu'InputKit, c'est quand même bien rodé, puis on est plus en mode croissance. Fait que ça, c'est peut-être un truc un petit peu moins le fun pour moi en ce moment. Mais ce que j'aime le plus en ce moment, pour moi, dans ma vie personnelle, c'est de coacher. OK. Ouais. InputKit, il y a des choses que j'aime encore beaucoup, comme ce que j'ai dit tantôt, là, j'ai nommé tantôt, mais comme j'ai vraiment découvert ma passion en moi, là, genre mon why, là, c'est d'aider des petits gars, des petites filles comme moi quand j'étais complètement perdu à 19 ans. Des petites filles comme moi. Excuse-moi, gros. Des juniors. Mais des entrepreneurs juniors. Du monde qui commence leur parcours entrepreneurial ou qui sont déjà dedans puis qui veulent juste comme un mentor qui est déjà passé par là. Ouais. Ça, je tripe faire ça. Ouais. Je veux aider du monde de même. Puis c'est un peu ça ma mission personnelle à cette heure. Je le fais. Je me suis impliqué avec le centre d'innovation à Concordia. Là. Ouais. Puis à date, je tripe bien raide. J'adore ça. C'est quoi la paye ou le retour sur investissement pour toi là-dedans? Ah, c'est trop pas... je suis payé comme ça n'a pas de sens. C'est pas financier. Non, c'est vraiment pas financier. Là. OK. Je pense que je fais plus en 1 heure avec InputKit qu'en 2 mois avec ça. Là. Je comprends. Fait que je fais vraiment ça parce que à chaque semaine, quand je fais une one-on-one avec ces entrepreneurs-là ou quand on a des feedback sessions, je suis tout le temps... Je sors plus énergisé que je rentre. Genre. OK. Même des fois, ça me tente pas. Genre, le Zoom, il commence. Puis je sors de là, mon gars, puis je sors. C'est hot. Fait que ça, I guess que c'est un bon signe. Là. Mais moi, j'adore vraiment faire ça. Très cool, man. Je trouve ça cool. Puis c'est tellement un cycle vertueux en entrepreneuriat de pouvoir donner, recoacher, réinspirer, mais ça te nourrit toi aussi. Tu sais, d'être avec des jeunes loups qui ont faim aussi, des fois, c'est comme, oh shit, man, dans le fond. Ou qui te parlent d'un autre tool que tu connais pas. Ouais, tu es comme, Chris, je pourrais faire ça, moi, tout, genre. En tout cas, moi, ça me fait un peu ça. Sweet, man. On va y aller sur notre closing, mon gars. T'as-tu des shameless plugs? N'importe quoi que tu veux promoter, c'est le temps? Ouais, ben, qu'est-ce qu'il y en aurait 2? Là. Un, tu sais, InputKit, on aime ça aider les entreprises, des SaaS aussi. Là. Nous, on est un SaaS, on l'utilise, ça fonctionne super bien.
Ouais. Fait qu'à guess, s'il y a du monde qui écoute, ils sont comme, hey, ça m'a parlé ce qu'il a dit par rapport à l'expérience client. Let's go, reach out sur LinkedIn, puis ça va me faire plaisir de même moi-même de comme te montrer comment ça marche. Puis le site web, c'est inputkit.io. On a acheté le .com après 3-4 ans parce qu'il était crissement cher, mais on l'a à cette heure. Fait que inputkit.com, ça forward sur IO. Let's go. C'est quand même, j'étais fier en esti de journée-là. C'est des genres de badges d'honneur. Tu sais, quand tu commences, puis tu vois le site qui est genre à 3000 US, c'est genre, calice, même trop cher. Là. Fait que t'achètes genre Get Inputkit app. Il y en a qui ont des bonnes histoires de chasse au nom de domaine. Ouais. Fait que n'importe qui veut booster son expérience client. Ouais. Reach out. Puis l'autre, I guess, ici, mettons des entrepreneurs qui commencent ou qui ont commencé puis qui veulent de l'aide ou un mentor, moi, ça me fait vraiment plaisir. Reach out sur LinkedIn en moi direct, puis comme ça me ferait plaisir de prendre du temps avec toi. Philippe Genois sur LinkedIn. Ouais. Phil, merci d'être venu sur le pod, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Frank, c'était super cool. Cheers, man. Cheers. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rendre ça dans Google. All right? Cheers! Félicitations, vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com, il y a l'onglet infolettre, puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!